Et bienvenue à tous pour ce deuxième temps du parcours tiers-lieu du Festival de l'Apprendre. Donc moi, je suis Sophie Roy, je travaille chez France Tiers-lieu. Je suis responsable de la communication. Donc pour faire une brève présentation, France Tiers-lieu, on est l'association nationale des tiers-lieux qui existe depuis plus d'1 an maintenant et qui a vocation à structurer la filière, à animer la communauté également et bien sûr à développer des projets avec les régions, les réseaux régionaux, à aider à les structurer, mais aussi à participer justement à des événements comme le Festival de l'Apprendre pour développer des axes de développement pour les tiers-lieux et en l'occurrence pour les écoles, puisque notre sujet du jour, donc c'est les tiers-lieux dans les écoles, c'est possible. Et on va accueillir, on a un programme chargé et dense, donc on est ravis de pouvoir le partager avec vous et de voir que vous êtes nombreux à participer. Donc n'attendons plus et commençons. Je vais passer la parole à Angélique dans un premier temps. Oui, bonjour à tous. Je suis Angélique Figari et depuis Lyon, nous organisons avec l'association La Maison de l'Apprendre un festival qui est un événement sur le territoire lyonnais, mais qui est finalement une dynamique qui va bien au-delà, puisque plusieurs villes en France et plusieurs villes dans le monde participent à cette dynamique qui consiste à partager et à faire connaître les actions et les acteurs qui contribuent au développement des compétences. Cette année, le thème du festival est apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. C'est effectivement une dynamique qui est impulsée par le Centre de recherche interdisciplinaire à Paris et les équipes de François Tadei et l'UNESCO. Et l'objectif, c'est de pouvoir proposer des temps aux professionnels, mais finalement à tous ceux qui sont curieux et intéressés par ces questions, puisqu'il y a aussi des ateliers pour les enfants, et même certains, alors en visio, mais avec leurs parents pour justement travailler sur des aspects de développement personnel, pour réfléchir à de nouveaux outils pour son orientation, qu'elle soit scolaire ou professionnelle, ou tous ces apprentissages informels qui participent au développement des individus. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième temps du parcours tiers-lieu. Pour préciser que ce soir, il y aura également un autre temps sur la thématique de la coéducation qui réunira quelques-uns des intervenants qu'on a aujourd'hui, mais je compte sur eux pour pouvoir rappeler toutes les modalités. Vous avez la possibilité d'utiliser le chat sur toutes les problématiques techniques que vous pourriez rencontrer. On essaiera de vous apporter la réponse la plus précise possible et puis aussi pour indiquer au fil des échanges les questions qui pourraient vous venir à l'esprit et on sera attentif au fait de pouvoir les faire remonter aux animateurs, aux intervenants concernés. Voilà, je nous souhaite à tous une très bonne séance. Alors, on va enchaîner avec Christophe. Oui, alors bonjour à tous. Donc Christophe, membre de Tiers-lieu Edu et professeur de technologie. Je vais essayer de présenter les personnes qui vont participer et qui vont pouvoir présenter leur lieu. Et puis après, je reprendrai la parole avec Rémi Cellier qui va nous rejoindre juste un peu plus tard pour pouvoir évoquer ce qu'on a mis en place dans le groupe France Tiers-lieu et Éducation. Alors, dans un premier temps, donc, je vais demander à Erwan de pouvoir commencer et donc de présenter sa démarche de tiers-lieu dans son école primaire. Donc, il va vous faire un peu plus en détail et Erwan est aussi membre de Tiers-lieu Edu. Bonjour, vous Erwan, m'entendez bien? as-tu Ouais. besoin d'un diapo ou non? C'est bon. J'ai quelques images, ça peut éviter de voir ma Ok. tête. Ben, on va te mettre en co-animateur et puis Sophie va te mettre en co-animateur et tu vas pouvoir partager. Ok, il faut que je me réhabitue avec Zoom. Où est-ce qu'on partage? Bon, sinon, c'est pas super grave non plus. Vous m'entendez bien déjà? Oui. Bon, alors, pour pas perdre de temps, donc, je suis Erwan, je suis professeur des écoles en Bretagne. Je suis impliqué effectivement dans différents projets autour de Tiers-lieu Edu et dans différentes assos d'EducPop sur la question de la démarche de projet, parce que finalement, au cœur des tiers-lieux éducatifs, la question de la pédagogie de projet est forcément hyper prégnante, ce qui implique justement que l'idée de développer un tiers-lieu éducatif ne s'inscrit pas forcément et obligatoirement et de façon stricte dans la question de l'usage du numérique. Bien sûr, il est très prégnant. Moi, dans mon tiers-lieu de ma classe, il y a effectivement une imprimante 3D, il y a des cartes de programmation, il y a de la découpe vinyle, etc.
mais c'est surtout la démarche qu'il y a derrière. Une démarche de projet qui n'est pas nouvelle, hein, beaucoup d'entre vous, vous la pratiquez depuis longtemps. Une démarche de projet issue aussi, pour ma part, d'un passif dans le champ de l'éducation populaire, des assos spécialisés. Et du coup, en tant qu'enseignant, un tiers-lieu éducatif, ça veut dire aussi mieux réfléchir ce qu'on pouvait appeler avant modestement des coins sciences dans un coin de la classe où des élèves pouvaient librement aller y manipuler des objets. C'est passé au stade de matérialiser carrément un espace dédié et où toute la pédagogie et la vie de classe tournent autour du développement de projets, mais de A à Z, pour ces élèves. Donc moi, par exemple, ça se traduit concrètement par un coin de classe équipé d'ordinateurs et de matériel et un espace qui évolue sans arrêt. C'est là où j'aurais pu vous montrer vite fait des photos, mais je ne vois pas le bouton facilement de partage. Écran partage. Normalement, en c'est bas. bon, Erwan. Ça y Oui, est, ouais, voilà. partager l'écran. Voilà. Ok, je le vois apparaître maintenant. Donc, je vais vous montrer ça. Tac, tac. Hop, mettre ça là. Hop. Est-ce que là, vous voyez quelque chose? Une photo un peu floue là, vous la voyez tous? Oui. Ouais, alors du coup, ben, voilà, c'est une salle qui n'arrête pas de bouger, des ordinateurs, du matos, et en fait mes élèves accèdent à ce lieu dès qu'ils ont un peu de temps, mais pour pousser le bouchon beaucoup plus loin, en fait, il y a un temps dédié carrément hebdomadaire dans ma classe, une après-midi par semaine, avec une approche transdisciplinaire qui va intégrer bien sûr des mathématiques, du français, etc., et où vont s'exprimer des groupes de projets très variés. Au sein de cet espace-là, c'est aussi matérialisé un autre outil qui est une bulleterie. Alors on pourra en reparler, on va peut-être essayer de voir avec Canopé Paris si on peut faire un webinaire spécifique à cet outil qui a 3-4 ans d'existence, qui est un outil d'émergence et d'expression d'attente, de besoins, d'envie de projet, mais aussi de compétences à partager et à mutualiser entre les élèves. Donc des espaces où à la fois des thématiques peuvent justement se transformer progressivement en problématiques à traiter avec les élèves, en étudier la faisabilité, et où les élèves vont pouvoir exprimer leurs attentes, leurs envies de projet, et aussi exprimer dans quelle mesure ils peuvent être personnes ressources pour d'autres projets. Donc voilà, par exemple, vous avez deux types de projets où des enfants se sont identifiés par des signes distinctifs qui sont bien différents, mais vont faire appel à une même compétence, notamment là autour de l'impression 3D. Et où des enfants qui se sentent suffisamment à l'aise se sont auto-désignés tuteurs. Donc vous voyez, il y a toute la réflexion autour du tutorat, de l'aide, du partage, et à travers la notion de tiers-lieu éducatif, c'est l'idée de réfléchir à la matérialisation physique de différentes étapes de construction et de méthodologie de projet. Il y a par exemple, moi dans ma classe, voilà, un cabinet de curiosité qui sert aussi à toutes les phases pour faire émerger les idées de projet, les questionnements, les envies, de travailler sur l'émergence de la curiosité et comment la mettre en vie. Se matérialise aussi dans mon tiers-lieu notamment parce que la notion méthodologique est aussi essentielle, c'est comment réussir à ce que les enfants, sur toute la durée d'une année, notamment en école primaire, c'est quand même long, comment ils arrivent à saisir finalement toutes les étapes qu'ils ont pu vivre durant l'année, les amènent à développer un vrai projet au sein de cet espace. Donc par exemple, au fond de ma classe, j'ai un mobilier où chaque case s'enrichit tout au long de l'année et matérialise les étapes du projet. La phase où, par la littérature, on a eu envie de devenir solidaire. La phase où on a créé des outils, on a travaillé sur les émotions et l'entraide. Les phases où on a pu travailler avec les mathématiques sur le rapport au 2D, 3D, au volume. Des cases où on matérialise les outils numériques qui nous ont servi, notamment, et comment on a pu formaliser les réflexions qu'on a pu avoir au sein de la classe. Donc les logiciels qu'on a pu utiliser beaucoup, notamment Todoc pour toute la partie documentation. C'est ça où moi la réflexion des tiers-lieux et des Fab Labs m'a intéressé, c'est comment engager encore plus les élèves dans le souci de documenter en vue de partager aux autres, qui est vraiment une démarche de maker pure. Donc ça, moi, ça a pas mal enrichi la pédagogie de projet que je menais jusque-là. Donc j'essaie de matérialiser ça aussi physiquement. Alors, travailler aussi sur des cartes mentales, sur des outils post-it, etc. Donc, monter un tiers-lieu, c'est aussi pouvoir se créer des outils qui permettent de concrétiser, de matérialiser les outils méthodologiques qu'on met en place dans la classe pour faire vivre des projets. Et du coup, pour vous dire que ce n'est pas que du numérique, c'est que bah, là, j'ai des projets, j'ai des garçons qui veulent recouvrir et protéger l'imprimante 3D avec une pochette faite en tricot. Donc, j'ai deux garçons qui bossent le tricot là. Et donc, voilà, le numérique, parce qu'on évoquait souvent que moi, je vois bien des collègues qui ont du mal, à qui j'ai du mal à vendre l'idée de mutualiser nos outils, etc., au sein d'une salle plus grande dans l'école. Ils ont la crainte de voir, ouais, mais c'est hyper techno, c'est hyper scientifique.
Et je dis, ben non, en fait, la méthodologie de projet qui se cache derrière, elle est transdisciplinaire, en fait. C'est ça aussi qui est riche dans la philosophie de ce que peut apporter un tiers-lieu dans une école et une classe. Je suis pas trop long? Non, 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 Ça tu va. peux. Non, non, c'est bon. Donc, j'essaie d'aller là-dessus. Est-ce que vous auriez des questions particulières pour que je creuse une entrée plutôt qu'une autre? Non, 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 c'est très bien, c'est très bien. Alors après, là, ce qui est vraiment intéressant dans ton point de vue et ce qui permet de voir, c'est qu'en final, toi, tu parles plutôt de la démarche tiers-lieu et qu'on va voir après, on va voir que la démarche tiers-lieu, c'est une démarche d'un côté, puis c'est un lieu de l'autre. Et toi, c'est vraiment le plus la démarche que tu entreprends, mais en même temps, dans ta classe, ça t'a poussé à aménager ta classe autrement et de faire ensemble, faire en sorte que ta classe fonctionne peut-être, bah, tiens, j'entends classe flexible ou en tout cas, tu as dû penser l'aménagement de ta classe autrement pour pouvoir te mettre dans une démarche tiers-lieu. C'est ça, parce que dans les démarches de projet, moi, je ne mets pas de nom derrière la démarche que je fais parce que je vais me nourrir du design thinking, je vais me nourrir des philosophies STEAM, je vais me nourrir aussi des approches que peuvent avoir les bâtisseurs du possible. Enfin, je me nourris de pas mal de manières dont les gens formalisent, mettent des mots derrière les pédagogies de projet. Et le monde des tiers-lieux et des Fab Labs est un outil supplémentaire que j'ai pu m'approprier pour réintégrer l'idée de renforcer l'idée de tutorat, de collaboration, de coopération, de documentation. Voilà, donc ça, voilà, c'est un truc supplémentaire que, voilà, par exemple, la photo que vous avez à l'écran, si c'est toujours partagé, c'est qu'on travaille sur la notion de cahier des charges dès l'école primaire. Et avec des outils numériques dédiés, là, les élèves réfléchissent à comment on a mis un trimestre entier, à savoir c'est quoi un cahier des charges, se construire un canevas de cahier des charges et comment là aujourd'hui, là, ils sont autonomes, complets pour nourrir leur propre cahier des charges sur le projet qui les anime et qu'ils vont mettre en œuvre durant l'année sur un temps formel qui leur est dédié. Voilà, ça m'a Ok. rajouté, ça m'a permis de renforcer certaines pistes, certains champs de réflexion autour de la démarche de projet. Non, super Alors, Anne, intéressant. Ouais. est-ce que vous pouvez nous partager peut-être des éléments sur l'évolution du climat scolaire dans la classe? Quels effets ça a pu avoir au sein de la vie de classe? Ben, ce qui est intéressant, c'est que quand on se lance dans ces démarches de projet, il faut, et notamment de comment on investit notre lieu. Et moi c'est un espace qui est petit. Donc, comment les élèves, je laisse se frotter au fait qu'on n'a pas 29 ordinateurs. Alors, ils sont en train tout seuls là de monter un tableau pour partager les espaces. Donc, il y a un questionnement continu du vivre ensemble, en fait, qui s'inscrit là-dedans. Il y a une question continue de eh ben, c'est quoi être un vrai projet, un vrai groupe de projet, une vraie équipe, la notion d'équipe. Donc, comment un camarade qui a envie de faire ça, comment je... En fait, j'essaie de mettre aussi en avant qu'un projet finalisé, il n'est pas beau le projet parce qu'il est hyper technique, mais il est beau parce que tout le monde y a trouvé sa place. Et donc, ces réflexions, elles sont tout à fait faciles à mener dès l'école primaire et d'être totalement transparent là-dessus. Donc, ce sont des débats et des réflexions qui sont régulièrement menées, avec des fois des moments où il y a aussi des conflits à devoir gérer. Donc, cette réflexion-là est menée en continu. Et ce que je vois, c'est des effets qui ont amélioré leur comportement, notamment de tutorat, sur d'autres disciplines. Je les vois être beaucoup plus ouverts dès qu'ils ont fini un travail en mathématiques. Ils sont plus ouverts à dire je suis dispo pour aider. Ah, ok, ok, bah, écoute, qui a besoin de toi? Et je vois que ça se nourrit au fil de l'année. Et donc, il y a des petites choses comme ça, hyper positives. Un élève qui va penser à un autre. Ah, mais n'oublie pas. Là, par exemple, j'ai un groupe de gamines qui veulent faire du pixel art. Le lundi, tout un groupe est arrivé avec des propositions de dessin parce qu'elles ont dit on n'arrive pas à savoir ce qu'on pourrait y mettre. On a travaillé l'aspect technique, comment on fait nos quadrillages, comment on reproduit sur la vitre un quadrillage géant, nanana. Et puis après, ouais, mais alors maintenant on est au stade de trouver une idée à mettre dedans. Ben, spontanément, les élèves vont dire on a des propositions à vous faire. Je vois voilà, ça évolue positivement en marge de cette dynamique de projet. Ça nourrit d'autres types de comportements sur les choix de jeux dans la cour qui deviennent plus collaboratives, etc. Oui, il y a des effets positifs tous azimuts que j'anticipe pas forcément, hein, que j'essaye par contre d'observer pour. Ça me sert aussi d'indicateur. Ok, mais écoute, merci beaucoup. Je pense que je vais te poser une dernière question quand même, qui moi me paraît pertinente aussi sur ton expérience, c'est la place de la documentation avec Dudoc. Je sais que tu as eu toute cette dynamique qui s'est créée. Comment tu l'as créée le jour? Comment tu crées un peu cette dynamique le jour et comment tu pousses tes élèves à devenir eux-mêmes en fait, documenter pour les Ouais. autres et faire apprendre pair à pair? Il y a deux aspects. C'est à la fois trouver le goût
de vouloir documenter, trouver du sens à documenter, comprendre que la documentation fait partie intégrante du projet. Et donc, c'est tout le premier trimestre, il est même construit sur justement la notion du vivre ensemble et comment documenter. C'est aussi une composante forte du vivre ensemble parce qu'on partage aux autres ce qu'on a pu faire et ça ne fait que nous grandir tous que de partager. Donc, il y a toute une dimension plutôt en termes d'échange, de débat qu'il y a. Pour l'outil en lui-même, bon, Dodoc, son utilisation dans ma classe évolue. Je connais cet outil-là en rencontrant les concepteurs de Dodoc depuis la naissance un peu de la Tiers-Lieu 2 aussi à Bataville. Et donc, je les suis depuis le début en utilisant l'outil toute l'année. Et ce qui est hyper riche, en fait, c'est que Louis, le concepteur de Dodoc, est très à l'écoute de la classe. Et donc, quand mes élèves, je les ai mis sur Dodoc, ça a d'abord été pour qu'ils aient le plaisir de produire des contenus multimédia. Et donc, l'idée de l'exposé traditionnel, ils sont toujours friands de faire un exposé à la classe. Là, on a un outil super sympa qu'ils peuvent aussi utiliser de chez eux, parce que il est mis sur un réseau. Et donc, ils sont en train de me produire, chacun en binôme, en trinôme, y compris en collaboratif de chez eux, des productions personnelles, une sorte d'exposé. Et du coup, là, c'est un outil, du coup, c'est de façon très agréable et pour eux, ils acquièrent la maîtrise de l'outil. Progressivement, je leur montre que cet outil-là va aussi nous permettre de produire du contenu un peu plus centré sur la dynamique de projet que l'on mène. Et très vite, ils ont saisi que Dodoc, ça allait être le bon support pour créer des contenus, pour partager vers les autres. Donc, il y a différentes entrées comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, leur centre d'intérêt, ça a été d'utiliser l'outil pour faire des exposés. Pendant le confinement, par exemple, le premier confinement, de chez eux, ils m'ont produit plus de 60 exposés en individuel ou en binôme. Et on a créé une histoire dont vous êtes le héros, là, un récit, en individuel, et chacun était chez soi. Et en fait, cet outil-là, quand même, sa convivialité, il est de plus en plus riche, c'est un outil libre, hein, pour découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, donne vachement envie aussi de créer, de produire. Donc c'est vrai que ça joue pas mal. Et l'intérêt, c'est que Louis est très à l'écoute des remarques des élèves. Et là, j'ai eu le plaisir il y a quelques jours de montrer aux élèves, regardez Louis, vous avez vu que nos photos, elles ne se cadraient pas, c'était pas difficile pour vous de mettre votre vidéo et tout. Là, ça y est, Louis, il a bossé sur le code, regardez ce matin, il a amélioré le truc. Et ils se sentent acteurs aussi de l'évolution de l'outil numérique. Donc c'est intéressant aussi, ça peut être un autre débat, ce qui les rend très moteurs et très engagés dans son usage. Super, mais je te remercie. Je te remercie pour ton intervention qui va compléter les autres interventions dans le sens où ta première intervention, elle était vraiment sur la démarche tiers-lieu et toute la pédagogie qu'elle entrevoit, qu'elle permet. Et puis aussi cette question un peu fondamentale aussi que tu as présentée au début par tes photos, qui sont comment aménager l'espace dans le premier degré pour pouvoir faire tiers-lieu, mais tiers-lieu dans sa classe. Parce que c'est vrai que dans le premier degré, vous n'avez pas des salles un peu moins, vous avez moins de salles que nous dans le collège ou dans le lycée pour faire une salle un peu unique et d'en faire une salle vraiment tiers-lieu à part dans la classe. Et donc, c'est vraiment intéressant que tu arrives à modéliser quand même cet espace dans ta classe, tout en gardant un espace classe aussi pour faire tes activités au quotidien. C'est défendre l'idée que c'est d'abord un état d'esprit et une pédagogie. Donc, même si on n'a pas beaucoup de place, on peut réussir à faire des jolies choses. Après, quand on a le luxe d'avoir un espace classe et puis après de se construire un budget et d'avoir du matos, là, ça devient génial. Mais bon, on n'est pas obligé d'avoir ça pour faire une démarche. Ouais, superbe. Merci beaucoup, Erwan. Merci maintenant, je vais donner la parole à Kaina. Donc, Kaina qui est au collège à Drancy et qui va vous présenter un lab qu'elle a conçu dans un CDI, dans un espace CDI. Kaina, est-ce que tu peux prendre la parole? Oui, c'est parti. Alors, tu veux un diapo ou pas? Tu veux diffuser des choses ou tu veux… Alors, peut-être juste après la présentation. Ok, pas de souci. On va te donner la main après. Vas-y. Je suis donc professeure de lettres classiques et référente du Pédagolab implanté au Collège Pierre-Sémard de Drancy depuis 2 ans. La définition de notre projet de Pédagolab, elle s'est d'abord définie à la fois par la volonté d'incarner un lieu matériellement, comme Erwan, mais sauf que ce n'était pas dans notre salle de classe. On cherchait un lieu ouvert à tous, à toute la communauté éducative, qui réunit des personnes qui veulent travailler sur des problématiques pédagogiques de tout ordre, mais surtout avec la volonté de réfléchir et de créer autour d'un projet. Et le lieu le plus ouvert de notre établissement, avec une amplitude d'ouverture la plus large, se situait au CDI. Donc, le projet a été mené en amont en partenariat avec le professeur documentaliste, et puis c'est associé à nous un professeur de technologie. Donc, dans la construction de notre Pédagolab, l'accent a d'abord été mis sur plusieurs axes.
La première volonté, c'était de renouveler la relation entre les différents acteurs pour s'ouvrir vers l'extérieur, renouveler la relation des professeurs avec les élèves, des élèves entre eux. On avait aussi pour ambition de renouveler nos pratiques pédagogiques en interrogeant l'impact de la transmission de savoir dans ce type de lieu, qui serait plus un lieu d'apprentissage entre pairs de manière horizontale, d'accès sur la bienveillance, et puis tout en continuant à prôner les valeurs du système éducatif. Et jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à la rentrée dernière, les projets qu'on a réussi à mettre en place dépendaient uniquement de la disponibilité de ces 3 enseignants référents pour animer le lieu. Et c'est ce qui nous a rapidement freiné dans notre volonté d'ouvrir le lieu en continu, parce que quand les élèves ont appris l'ouverture de ce lieu, ils étaient demandeurs. Quand des professeurs voulaient venir et que soit la documentaliste était en séance avec ses élèves et que moi et mon collègue, on était déjà en salle, ça faisait un peu un effet brutal de fermeture alors qu'on apprenait un lieu ouvert. Donc la solution qui a été mise en place depuis la rentrée 2020, c'est d'abonder en ressources humaines avec un contrat de service civique profilé sur le volet d'animation de tiers-lieux. Et ça a complètement changé la vie du lieu pour encore accueillir de manière plus fluide les demandes de ceux qui souhaitaient se rendre au Pédagolab. Donc, pour le moment, l'accueil sur le lieu, il est réparti entre différents temps. Il y a un temps d'accueil pour un professeur avec sa classe qui souhaite venir soit enseigner autrement dans ce type de configuration qui change de l'enseignement frontal qu'on a dans nos classes, ou alors qui ont besoin de séparer une partie d'abord d'idéation de projet pour pouvoir ensuite créer sur des machines. Il y a aussi un temps d'accueil des élèves seuls, soit quand ils sont en heure de permanence ou sur l'heure du déjeuner ou après les cours. Et puis, il y a un temps d'accueil des professeurs seuls quand ils veulent construire un projet avec leur classe. Et pour jongler entre ces différents types d'accueil, c'est véritablement le fait d'avoir un animateur du lieu sur place, sur toute cette amplitude horaire dédiée uniquement au tiers-lieu qui a rendu vie au lieu encore plus que ce qu'il était à l'ouverture. Dans les activités qu'on a pu mettre en place et les différents projets, ce qui nous a permis d'évaluer un peu la direction qu'on prenait, c'est d'abord l'impact sur la vision du métier qu'avaient nos collègues. Est-ce que finalement, après être venus faire une séance dans le tiers-lieu, est-ce qu'ils avaient plus envie de créer des projets interdisciplinaires, de favoriser la collaboration entre les collègues ou la coopération même au sein d'une équipe? On a évalué aussi l'impact de la performance de l'établissement, l'impact au niveau de la persévérance scolaire auprès de nos élèves, d'abord les plus décrocheurs. Sur les compétences validées, parce qu'on accompagnait aussi cette venue dans le Pédagolab d'un travail sur l'attention, sur la mémorisation, sur la compréhension auprès de nos élèves les plus fragiles. Et puis, c'est la venue dans le tiers-lieu, puisque c'est pour eux d'abord un lieu inconnu, c'est aussi une approche par résolution de problèmes. J'ai envie de faire ça. J'ai une idée de mon rendu, par quoi est-ce que je vais devoir passer pour y aboutir. Ça nous aide à faire verbaliser, on fait verbaliser nos élèves sur leur procédure de raisonnement. Il y a tout un aspect métacognition dans ce tiers-lieu qu'on n'avait pas forcément dans nos classes et qui nous a amené à repenser nos pédagogies. Et puis la dernière, justement, c'est nos pratiques pédagogiques, le fait aussi, une fois qu'on a fait une séance dans le tiers-lieu, de devoir repenser, une fois qu'on revient en classe, l'agencement de la classe, après avoir travaillé dans un tiers-lieu. Qu'est-ce que le fait d'avoir des meubles flexibles, de pouvoir repenser sans cesse l'aménagement de la salle, est-ce que finalement, si j'ai envie de recréer ce type de scénario dans ma classe, qu'est-ce que ça apporte comme plus-value? Alors, je ne suis pas très forte dans le logiciel Zoom pour partager mon écran. Mais alors, normalement, le bouton au milieu, il y a écran partagé. C'est en bas de l'écran vert, normalement. Alors, vous me dites si j'y suis parvenue. Parfait. C'est bon? C'est bon. Alors, ce
premier lieu là que je vous montre, donc c'est l'entrée du Pédagolab, c'est ce qu'on appelle notre coin idéation, où nos élèves vont commencer par penser leur projet, réfléchir qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans notre Pédagolab, est-ce qu'ils sont juste venus découvrir, est-ce qu'ils ont une idée en tête mais ils ne savent pas comment mettre en place. C'est aussi un temps pour nous de remise au calme et de dire, attendez, le Pédagolab, ce n'est pas juste venir sauter sur des machines techniques et de jouer avec, c'est plutôt, je viens pour un projet, je le pense avant pour réfléchir, partager mes idées, et puis ensuite, si je dois passer à la phase création, je passe dans la salle d'à côté. Alors, je passe... Alors, bon, elle est moins lumineuse, mais ici, c'est notre espace création. Donc, on a un espace VR avec des casques et une caméra 360. On a un scanner 3D, une découpeuse vinyle et des imprimantes 3D. Donc, jusqu'à maintenant, ce lieu-là, en termes de création, il a permis d'avoir un retentissement qui couvre l'ensemble des disciplines, mais la première entrée, ça a été favoriser la maîtrise de la langue en utilisant le lieu qui est là pour décrire par exemple, des scènes que je vois avec la réalité virtuelle, je veux façonner ou scanner un objet en 3D, quel écrit je vais pouvoir faire pour lancer ma création. Et puis, une fois que j'ai fini de créer l'objet que je voulais, passer à l'imprimante 3D. J'essaye de passer... On a un coin robotique avec, alors c'est plus précisément dans ce type d'atelier qu'on travaille l'approche par résolution de problèmes ou soit par la programmation, mais pas forcément axé en technologie. Moi, pour ma particularité, je suis professeure de latin et donc on essayait de reconstituer une scène de course de chars antique, mais il fallait s'approprier des données historiques pour savoir comment se déplaçaient les chars dans l'Antiquité. Et c'est ce lieu-là dans le Pédagolab qui nous a permis de confronter les textes antiques avec la réalité matérielle. Je pense que j'ai fait le tour. Des photos que je pouvais vous partager. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Vraiment, je pense que tu as répondu à notre besoin, qui est de vraiment présenter donc, le lieu, de voir que là, c'était vraiment un lieu plus voilà, avant tout, et puis que ce lieu n'est pas que numérique, mais apporte une pédagogie différente. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Si vous avez des questions, peut-être que j'ai involontairement passé un sujet sous silence qui vous paraissait important. Non, moi je pense que c'était très bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des personnes ont des questions? Non. Eh bien, très bien. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que... Ah si, regarde, comment tu as suscité l'envie chez les enfants? Comment tu as pu susciter l'envie d'aller, ou comment vous continuez à susciter l'envie d'aller aux enfants, d'aller venir dans ton lieu, dans ce lieu? Ça a même précédé, l'envie a précédé le lieu, je pense, parce que les élèves sont à la recherche, surtout les plus fragiles, de mettre en avant les compétences qu'ils ont, les compétences qu'ils ont qui ne sont pas évaluées ou sollicitées en classe. Donc, on a un club maker sur le temps du midi. On a des affiches partout qui proposent aux élèves de viens créer ton projet seul, d'abord, viens, je sais pas moi, d'abord, viens créer ton objet pour ton exposé en anglais, tu fais un exposé sur l'Écosse, viens créer ton monument. On a essayé de rattacher à chaque fois à une demande qu'ils pouvaient avoir et de dire, viens, tu as besoin de ça, tu n'as pas le savoir, tu ne sais pas modéliser, tu ne sais pas où faire des recherches. Le club maker est là, soit c'est tes camarades qui vont t'aider, soit il y a une personne sur place toute la journée qui est là à ta disposition pour t'aider dans ton projet. Et puis, je pense que cet aspect innovation avec tout ce qui est VR et modélisation, ça les a attirés aussi.
Existe-t-il une charte d'utilisation de l'espace? Par qui a-t-elle été conçue? Est-ce qu'elle évolue? Alors oui, il existe une charte d'utilisation qui est dans le carnet de correspondance des élèves. Elle a été en fait conçue d'abord à l'aide de Tiers-Lieux Édu qui a partagé des ressources dans les différents Fab Labs qui mettaient sur place ce type de charte, mais aussi elle évolue au fur et à mesure des problématiques auxquelles on est confronté. Par exemple, au début, on disait aux élèves de venir directement au Pédagolab à chaque fois qu'ils avaient du temps libre ou qu'ils avaient fini leur cours. Mais rapidement, c'est confronté à une demande trop forte. Et même si on a une personne ressource sur place, il a fallu instaurer un cadre d'inscription. Je m'inscris en bas. C'est notre service civique qui va chercher les élèves inscrits en dessous. Et puis pour la protection et l'assurance du matériel aussi. Alors, on a été doté en matériel. Nous, les collèges, on dépend du département. Et puis, toute la question des assurances, etc., c'est le département qui l'a géré. Comment est-ce que leur investissement est valorisé et pris en compte dans leur progression scolaire? Alors, nous, on utilise les parcours éducatifs, parcours artistiques et puis l'oral du DNB, dans lesquels ils peuvent mettre au fur et à mesure, accumuler leurs différentes créations et puis le présenter et être valorisés lors de l'oral. Et puis, on a une vitrine qu'on pense mettre à l'entrée de l'établissement où à chaque nouvelle création ou chaque nouveau projet, le mettre en valeur aux yeux de l'ensemble de l'établissement. On a l'ENT aussi du collège dans lequel on publie et puis auquel on aimerait associer les parents d'élèves qui, pour le moment, sont encore un peu timides sur l'appropriation du lieu, mais on y travaille. Ok, eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ce que je vais faire, alors l'ENT, c'est l'espace numérique de travail des établissements scolaires. La plupart des établissements scolaires, que ce soit le collège ou le lycée, ont des espaces numériques de travail qui sont le plus souvent payés par les départements ou les régions. Et donc, c'est des cadres, enfin des sites de confiance qui permettent de connecter toute une communauté éducative, élèves, parents, enseignants et d'avoir une multitude d'outils pour la pédagogie ou pour la scolarité. Voilà, c'est en résumé. Alors, alors moi, je vais juste avoir, alors la troisième intervention, normalement, devait être faite par quelqu'un qui a eu, ah oui, on peut avoir aussi en primaire et dans la maternelle, qui est un peu moins fréquent parce que c'est les mairies qui s'en occupent, mais oui, bien sûr, ça peut être le cas. Merci Xavier. Donc moi j'avais normalement il y avait une troisième intervention d'une personne du lycée qui a malheureusement eu un empêchement. Donc bon c'est pas grave, je vais gérer autrement. Je vais vous montrer deux trois petites choses qui sont importantes dans son lieu au lycée parce qu'en fait qui me permet de voir un petit peu ce qu'apporte comme collaboration le tiers-lieu dans un lycée et surtout ce que peut apporter la collaboration dans le territoire. Et je pense que ça c'est vraiment important comme précepte. Donc ce que je vais faire, je vais partager mon écran. Et puis, regardez, on va un peu naviguer avec eux sur leur Twitter. J'ai pris une dizaine de 5-6 liens pour vous montrer un petit peu. Donc déjà, ce que je vais vous montrer, c'est un lieu dans un lycée qui permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'un tiers-lieu dans un lycée. Et alors ça, c'est bien sûr un esprit Fab Lab. Alors, vous allez voir, c'est très Fab Lab et c'est très tout ce qui va avoir les technologies des équipements du Fab Lab. Toujours les mêmes qui travaillent, n'est-ce pas? Alors, on va peut-être enlever le son pour les laisser avec leurs commentaires. Mais voilà, donc au final, on voit qu'il y a toujours un espace au milieu qui est toujours l'espace d'idéation, donc l'espace que parlait Kaina et que a aussi Erwan dans sa classe. On voit alors que bien sûr, il y a tous les outils. Donc là, on voit une découpeuse laser, on voit une imprimante 3D. Et puis, on voit après qu'ils ont pu, eux, avoir un espace quand même un peu plus important et mettre d'autres espaces et d'avoir des espaces toujours un peu sous la même typologie. Donc, vraiment avoir au centre, au cœur du lieu, tout cet espace de réflexion et d'idéation. Et puis après, derrière, à chaque fois, en front, on va dire, tout ce qui va être les machines. Donc voilà, donc c'est pour vraiment vous montrer un petit peu un espace dans un lycée. Bien sûr, c'est des lycées technologiques. Donc, si c'est des lycées technologiques, c'est qu'ils ont déjà aussi tous des équipements depuis leur filière soit technologique, soit professionnelle. Eux, ce qui est vraiment intéressant dans leur démarche, c'est qu'ils ont donc donc là, voilà, donc là, vous voyez le lieu un peu en vue panoramique. Là, ce qu'ils ont intéressant, eux, c'est ils vont intervenir énormément dans les écoles primaires.
Donc, en fait, ils ont créé un Movilab qui a un camion, donc un petit camion que j'ai pas retrouvé la photo, mais donc ils ont un petit camion, une petite camionnette. Et avec ce camion, ils peuvent se balader dans les écoles primaires du coin. Donc, ils sont de Perpignan. Donc, au final, quand ils vont à 30 km, on est dans une extrême ruralité. Et dans la ruralité, bah, il y a des problèmes, on le sait très bien, de fracture numérique. Et donc, ils participent à ça et ils sont vraiment dans la possibilité de déplacer donc, leur machine-outil. Donc, ils se déplacent avec leur imprimante 3D, leur robotique. Là, on voit de la robotique et permettre des collaborations avec les écoles qui veulent faire avec eux ça. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'au final, le tiers-lieu offre la collaboration dans l'interniveau, donc que des lycéens puissent intervenir avec eux et puissent vraiment faire de la découverte, de l'acculturation numérique avec ces équipements-là. Je pense que c'est la démarche tiers-lieu, en tout cas, qui offre ça. Deuxième chose. Christophe, oui. Juste excuse-moi de te couper. Dans le chat, je vois une petite question. Est-ce que tu peux redonner une définition très, très succincte de ce qu'est un Fab Lab et par exemple, les différentes phases comme celle d'idéation pour que tout le monde puisse bien saisir de quoi il s'agit? Alors, je suis vraiment désolé pour encore un mot un peu ce qu'on appelle aujourd'hui du jargon, mais désolé. Alors, un Fab Lab, c'est un espace où, à l'aide des outils de fabrication numérique, donc imprimante 3D, découpeuse vinyle ou découpeuse laser, on va mutualiser nos moyens ensemble et surtout, on va documenter nos projets. Et donc, au final, pour l'école, c'est un lieu qui favorise, là, ce qui est marqué, c'est-à-dire qui favorise l'apprentissage par les STEAM. Et donc, les STEAM, c'est sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques. Donc là, c'est la première définition. Et la deuxième définition, l'espace d'idéation, c'est faire un espace dans un lieu qui est là uniquement pour définir un besoin ou pour évoquer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on va mettre en place dans les séances prochaines, ou en tout cas un espace qui permet de se poser et de trouver des idées pour après aller vers les machines ou aller vers la production. Voilà. Un peu dans le design thinking, c'est une des premières étapes qui permet de vraiment penser à trouver des idées, à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire avant de se lancer. Je pense que tu as la même définition, Angélique? Oui, je la partage tout à fait. Il y a une autre question qui est est-ce que les tiers-lieux sont toujours des lieux équipés de machines ou est-ce qu'il existe aussi des tiers-lieux où on pourrait faire de la cuisine, du jardin, du bricolage, des activités artistiques? Je pense que complètement. Je pense que la première chose qui a été faite, qui a été montrée par Erwan, mais peut-être pas assez, c'est qu'il fait plein d'autres choses comme de la couture ou d'autres choses, et eux aussi sont vachement dans la couture. Mais dans l'éducation nationale, en tout cas, le mot tiers-lieu est souvent venu du monde des Fab Labs et du monde des makers. Mais après, derrière, alors moi, si je suis membre d'une association qui s'appelle Tiers-lieu Edu et pas Fab Lab Edu, c'est que en fait, toute la démarche derrière qu'on vous a présentée, c'est celle qui nous intéresse. En fait, nous, qu'on parle numérique, qu'on parle avec du jardin partagé, qu'on parle avec de la cuisine, etc., ce qui nous intéresse, c'est la communauté. Qu'est-ce que ça crée comme une communauté? 2, qu'est-ce que ça permet de pouvoir faire? Documenter, pouvoir rencontrer, pouvoir documenter, apprendre ensemble et tout ça. Et 3, développer d'autres compétences, ce qu'on va appeler les compétences informelles. Et en fait, la démarche, entre guillemets, la démarche de tiers-lieu est beaucoup plus importante que l'acculturation aux outils numériques ou la fabrication numérique. Donc, je pense que c'est pour ça que peut-être qu'on vous présente peut-être un peu trop de lieux qui sont en rapport avec ça parce que c'est notre démarche, mais en même temps, on est conscient qu'il y a beaucoup d'autres démarches de tiers-lieu et que même on aimerait aller de plus en plus dans ces cadres où, moi, par exemple, dans mon Fab Lab, de plus en plus, on ne va plus parler Fab Lab, mais on va parler vraiment de tiers-lieu numérique où je vais pouvoir, d'une part, avoir un côté fabrication numérique, mais je vais avoir aussi un côté formation envers le public éloigné du numérique, et puis un troisième pôle qui sera plutôt un pôle d'accompagnement et de réponse concrète à des problématiques liées au numérique. En fait, si je peux rajouter un petit truc, c'est qu'il faut voir que c'est un peu lié aussi à l'histoire de la naissance des tiers-lieux Edu. Ça a été porté par des gens
qui étaient branchés effectivement Fab Lab et qui ont vu dans la démocratisation des outils numériques une explosion du champ des possibles en termes d'engagement des élèves dans de la création de projets au sens large. Mais finalement, c'est un effet très moderne qui est en fait un mouvement qui tend comme d'autres à remettre au goût du jour et à remettre sur le tapis des pédagogies actives déjà bien existantes. Et finalement, si on prend un peu de recul et si on s'intéresse purement à l'approche méthodo et pédagogique, il y a des dynamiques de jardin partagé dans des écoles qui peuvent finalement aujourd'hui se revendiquer tiers-lieu, quoi. Ouais, complètement. Et puis je vais finir sur la présentation du lieu parce que là c'est vrai qu'on aussi alors mais je pense que c'est des questions qui sont légitimes et qu'on dévie un petit peu aussi sur ce qu'on va dire après avec France Tiers-Lieu, mais c'est pas grave. Et je voulais dire aussi, donc vous montrer cette photo parce qu'en fait cette photo est vraiment intéressante. Vous savez que pendant le premier confinement, donc il y a eu énormément de cultures de gens qui étaient dans les Fab Labs qui ont créé des visières de protection pour le personnel soignant ou même pour le personnel enseignants ou d'autres personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce Fab Lab dans un lycée qui a été à la base d'une dynamique de Fab Lab d'autres de la région, d'écoles d'ingénieurs, d'habitants. Et en fait, ils se sont retrouvés donc rapidement à 20, entre 10 et 20 personnes à pouvoir faire des visières dans leur Fab Lab. Et en fait, c'est intéressant de se dire qu'un lieu qui est ouvert vers le territoire et qui est dans un lycée, bah, est devenu centre d'un micro, on va dire d'une microéconomie à l'intérieur du territoire pour pouvoir aider les autres et leur donner des visières. Et je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant dans la vision qu'on veut porter dans les tiers-lieux, c'est-à-dire qu'on veut avoir un impact sur le territoire ou en tout cas, on veut travailler avec le territoire. Et là, bah, ça s'est concrètement mis en place, alors à une grande échelle, hein. Bien sûr, il y a souvent des choses petite échelle, mais là, à grande échelle, ça s'est mis en place et c'est vraiment eux qui sont à la base de cette dynamique qui s'est créée à Perpignan. Voilà. Voilà ce qu'ils auraient dit, j'espère, ou en tout cas, voilà ce que j'aurais fait. Merci Christophe. Je vais prendre la suite et avec une petite transition du coup sur des spécificités peut-être propres à notre territoire à Lyon. Vous évoquiez la question d'établissements qui puissent accueillir des activités éducatives qui ne soient pas forcément liées à l'usage de technologies. Je peux vous citer l'exemple d'un projet qui est toujours en cours sur le collège Frédéric Mistral de Fézin, où les acteurs associatifs, les services municipaux, les parents d'élèves et les enseignants de l'établissement ont pu ensemble nourrir une programmation après le temps scolaire. Donc, on était finalement sur le temps périscolaire, mais au collège en fin de journée. Et ces ensembles d'activités, alors il y avait l'école de musique qui venait proposer de l'accompagnement sur de la musique assistée par ordinateur. On retrouve une petite dimension technologique, mais finalement, la programmation avait été intégralement réfléchie avec les élèves. Et c'était un moyen aussi, dans l'établissement scolaire, de vivre les apprentissages avec d'autres acteurs. Les enseignants étaient impliqués, mais pas forcément pour de la remédiation scolaire ou pour de l'aide aux devoirs, mais plutôt pour partager des apprentissages qu'ils pouvaient transmettre au-delà de leur discipline. Ce qui est intéressant, c'est que le service de la CARDI ont accompagné ce projet, et notamment sur la question de l'évaluation des compétences et comment on pouvait évaluer, reconnaître les compétences que les élèves développaient sur ces temps-là, de manière à les intégrer dans l'évaluation scolaire globale qui a pu en être faite. Ce qui me permet de faire une petite transition parce que du coup, nous accueillons dans ces échanges Jean-Charles Diry et puis Mathieu Devigne. Jean-Charles Diry est inspecteur d'académie à Lyon et conseiller académique en recherche et développement et innovation, ce qu'on appelle dans le jargon de l'éducation nationale CARDI. Jean-Charles, si vous pouvez activer votre micro et votre caméra pour qu'on vous voit bien, est-ce que vous pouvez partager aux participants ici les spécificités de la CARDI à Lyon et puis comment vous pouvez accompagner avec vos services les enseignants du territoire? Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Si c'est le cas, donc je vais continuer mon propos. C'est OK là? C'est correct? C'est parfait.
C'est parfait. Oui, ce que je voulais dire pour rebondir et puis compléter les propos à la fois de Christophe qui viennent d'être donnés dans l'éducation nationale, et on le voit bien à travers les expérimentations qui ont été données là. On a parlé de Fab Lab, on a parlé de tiers-lieux. On voit bien qu'il y a sur le territoire académique, mais comme sur l'ensemble du territoire national, des pratiques pédagogiques innovantes, expérimentales, qui permettent de tenter d'autres choses, c'est-à-dire de contribuer au développement citoyen des jeunes d'une autre manière, en tout cas en y associant d'autres personnes, en mobilisant des acteurs extérieurs, en installant du partage de connaissances, du partage de savoir-faire, du partage de compétences, pour peut-être donner autrement l'envie d'apprendre aux jeunes, et puis peut-être pour les faire mieux apprendre et mieux progresser. Toutes ces pratiques innovantes et toutes ces pratiques expérimentales, il en existe chaque année un nombre assez considérable. Par exemple, pour l'Académie de Lyon, on est sur 80 pratiques expérimentales dans ce domaine-là. Et bien évidemment, quand on ose s'engager sur de l'expérimental ou sur de l'inconnu, ça nécessite de la volonté, et ça nécessite également d'être accompagné, parce que ce n'est pas toujours très simple d'aller sur des pratiques innovantes. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les académies, comme ici à Lyon, il y a un dispositif académique qu'on appelle, et Angélique l'a rappelé, la CARDI, qui permet d'accompagner ces pratiques innovantes, c'est-à-dire que dès l'instant qu'un établissement, une école, une équipe professorale, peut-être même un partenaire extérieur a une intention de tenter quelque chose de nouveau dans les pratiques pédagogiques ou dans les alliances éducatives, quand on parle de tiers-lieux, eh bien, le service dont j'ai la responsabilité accompagne. C'est-à-dire qu'on aide à la pose du diagnostic, c'est-à-dire on essaie de cerner plus précisément quelle est l'idée, quelles sont les intentions, et puis ensuite, au regard de ces intentions-là et de ces idées, eh bien, on met en place toute une architecture, toute une ingénierie d'accompagnement qui va sécuriser la mise en expérimentation, parce que toute expérimentation ne doit pas se faire au détriment de la performance scolaire et des résultats des jeunes. Donc, il faut sécuriser les choses, il faut trouver le cadre réglementaire, il faut trouver la bonne organisation, il faut trouver les bons supports, les bons interlocuteurs, mobiliser les bons chercheurs. Eh bien, notre activité, nous, au sein du dispositif éducation nationale, c'est d'être le facilitateur de tout ça, d'être l'accompagnant, l'ami critique, le guide. Et tout au long de la mise en œuvre de l'expérimentation, y compris jusqu'à l'évaluation de la mesure du résultat de cette expérimentation-là, eh bien, on est présent aux côtés avec des ingénieurs, avec des conseillers en développement, avec des formateurs académiques pour accompagner l'ensemble de ces dispositifs-là. Et puis derrière, une fois qu'on les a accompagnés, dans la mise en œuvre, c'est-à-dire quand on passe de l'intention à la mise en expérimentation, à l'évaluation, et bien derrière, et c'est tout l'intérêt du dispositif, eh bien on essaie de modéliser, de scénariser les choses pour peut-être pouvoir essaimer par ailleurs, c'est-à-dire faire en sorte que ce qui a bien fonctionné dans une école, dans un collège ou dans un lycée puisse être réinvesti ailleurs, dans des conditions peut-être un peu différentes, mais en tout cas, ça puisse germer, ça puisse s'essaimer sur un territoire et apporter aussi de la valeur ajoutée ailleurs. Donc voilà, j'ai essayé de faire court et d'être assez clair sur le rôle que l'on joue, mais on a un rôle d'accompagnateur, de sécurisateur, je dirais, si je peux utiliser l'expression, puisqu'on travaille en relation avec des chercheurs, avec les corps d'inspection, avec les institutionnels, et on veille à ce que tout cela puisse permettre aux jeunes comme aux professeurs d'aller plus loin d'une autre manière. Voilà un peu quelle est notre mission. Merci Jean-Charles. Pour compléter un tout petit peu, effectivement, on trouve des équipes de CARDI dans toutes les académies, mais je crois qu'à Lyon, il y a une spécificité pour l'instant unique sur le territoire de ce lien entre l'innovation, l'expérimentation et aussi la formation des enseignants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit mot ? Ouais. Ouais, la caractéristique de Lyon, c'est que c'était deux entités différentes. Il y avait un dispositif de formation des professeurs et un dispositif d'accompagnement d'innovation. Depuis 3 années scolaires, on a rassemblé ces deux éléments-là parce que la formation peut générer de l'innovation et l'innovation peut appeler de la formation.
Donc, on a rassemblé autour d'un même pôle qu'on appelle le pôle défi, délégation, formation, innovation, expérimentation, l'ensemble des acteurs accompagnateurs en formation et en innovation, parce qu'on voit bien que ce n'est pas des routes parallèles, mais que les champs d'investigation et de travail sont les mêmes. Donc, ça permet, si vous voulez, lorsque dans un établissement, dans une école, dans un collège, il y a une intention d'innover, eh bien, d'y envoyer un binôme ou une personne, et on va à la fois couvrir le champ d'innovation et le champ de la formation. Ça va permettre de gagner du temps, ça va permettre d'aller plus loin et de répondre peut-être mieux aux besoins de terrain. C'est la spécificité de l'Académie de Lyon. Il y a 2 académies en France qui fonctionnent comme ça, c'est Aix-Marseille et puis Lyon. Et puis, c'est quelque chose qui tendra à se modéliser par la suite. Merci. Alors maintenant, je vous propose qu'on écoute le témoignage de Mathieu Devigne, qui est enseignant en histoire-géographie et également ingénieur innovation et expérimentation de l'Académie de Lyon, et plus particulièrement en charge de coordonner le projet CIRCE. Mathieu, si tu peux nous en donner quelques détails, je te remercie. Et bonjour à tous, merci pour votre invitation et merci à Jean-Charles Diry d'avoir introduit ce propos. J'aurais moi aussi une petite diapo à partager si c'est possible de me mettre en écran partagé. Ça pourra permettre d'illustrer les choses. Des choses faites normalement. C'est bon? C'est bon. Simplement comme ça pour pouvoir m'exprimer avec quelques images sur ce projet. Donc, Jean-Charles Diry vous a présenté ce contexte académique très dynamique, très attentif aux demandes de terrain et qui a permis de voir naître et se cultiver encore aujourd'hui un projet ambitieux autour d'un établissement innovant. Donc, CIRCE, comme vous le voyez, c'est un projet de collège. D'ailleurs, au-delà de la figure féminine mythologique, c'est un acronyme on peut lui faire dire collège innovant pour la recherche et la coopération éducative. Pour comprendre ce qu'est ce projet, avant d'arriver sur la thématique tiers-lieu, j'en refais rapidement l'historique, qui a démarré au printemps 2018 lorsque, autour d'un chef d'établissement, une petite équipe d'enseignants qui officiaient dans le même établissement, donc d'éducation prioritaire, le collège Jean Moulin à Villefranche-sur-Saône pour le nommer, ont décidé de mener une petite réflexion complètement autonome et gratuite pour savoir comment, au-delà de toutes les actions, tous les dispositifs qu'ils avaient l'habitude de mettre en œuvre dans leur établissement pour simplement répondre aux problématiques de leur territoire, de leurs élèves, des familles et des professeurs qui travaillent dans leur établissement, ils se sont pris à imaginer ce que pouvait être un collège plus performant, plus efficace. Et pour cela, ils se sont autorisés un petit peu à sortir des cadres traditionnels du collège existant. Donc, il s'agissait pour eux, et je parle tout en faisant partie de ce groupe de professeurs qui a initié le projet, d'avoir une réflexion désinhibée, mais en même temps une réflexion très pragmatique, avec l'œil des enseignants de terrain, l'œil du praticien, et un regard qui soit techniquement aussi étayé par le cadre juridique, le cadre budgétaire et le cadre pédagogique des enseignants. De sorte qu'on ne peut pas parler pour CIRCE d'un projet de collège idéal, on n'est pas du tout dans le domaine des idées, on n'est pas dans une utopie, on est bien plutôt dans l'idée de redessiner les contours, les standards d'un collège traditionnel sur un mode ambitieux, c'est-à-dire souhaitant ouvrir de nouvelles possibilités de travail avec les élèves au sein des équipes éducatives et avec aussi des partenaires extérieurs. Tout ceci avec un format de moyens standard. Il n'est pas question... Hop, alors, est-ce que je peux faire bouger ma diapo? Voilà. Les principes directeurs, c'est que cet établissement innovant CIRCE doit respecter des moyens standards et un certain nombre de critères que sont les cycles d'apprentissage, la validation du socle commun par tous les élèves. Et c'est également un établissement qui ne serait pas à public désigné, qui respecterait également le public de sa carte scolaire. Tous ces principes, ils sont actuellement inscrits dans le projet initial qui a été validé, approuvé à la fois par le recteur de l'Académie de Lyon et par l'inspecteur d'académie d'Azen du Rhône. Donc c'est un projet qui a reçu pour le moment le feu vert pour être développé au sein de l'Académie pour voir le jour dans les mois, les années qui viennent. Alors,
concrètement, de quoi s'agit-il, ce projet CIRCE? On s'est donné le luxe d'imaginer un établissement à zéro en reprenant tous les aspects donc techniques, juridiques, pédagogiques d'un établissement, plus largement même éducatif. Et on a construit un cercle de réflexion qui a intégré tous les acteurs de différents horizons, des horizons administratifs, pédagogiques, des horizons de la recherche, des horizons des associations éducatives, des fédérations de parents d'élèves. On a associé un petit peu toutes ces personnes dans la démarche de projet pour commencer à penser un établissement innovant. Tous les éléments dont je vous fais part ici, ce sont des esquisses d'un brouillon qui sont valables à l'instant où je les présente, mais qui aussi sont amenés à évoluer sous la dynamique des groupes de travail qui sont actuellement à l'œuvre au fil des mois. Donc, dans un établissement comme celui de CIRCE, on repense les paramètres à la fois en termes de temps, d'espace, de mission des enseignants et de pratique enseignante, de sorte que dans cet établissement, on va voir se conjuguer plusieurs dispositifs, plusieurs actions qui, pris individuellement, pourraient faire l'objet d'un accompagnement en tant que pratique innovante au sein de l'académie. Et c'est la conjugaison de tous ces paramètres qui va permettre de former un établissement qu'on pourrait dire 100% innovant. Cet étabbissement, donc, il veut construire les apprentissages de la fin du cycle 3 et du cycle 4 à travers une maquette pédagogique centrée sur les socles de compétences. Ce qui implique, donc, vous le voyez à l'écran, un décloisonnement des disciplines. C'est-à-dire qu'on va généraliser dans cet établissement une écriture des programmes et une maquette d'emploi du temps, une maquette pédagogique, du coup, fondée sur l'interdisciplinarité et sur des enseignements dont les objectifs explicites face aux élèves sont centrés plus sur les langages. On n'a pas forcément donc un cours de mathématiques, un cours de physique-chimie, un cours de SVT. On va avoir bien plutôt un cours sur les langages mathématiques scientifiques et puis une coécriture entre les trois champs de discipline et ensuite un partage des services enseignants autour de ces points-là. Donc, chaque discipline va contribuer à cette nouvelle maquette qui sera de ce point de vue très originale. On entend également décloisonner les temps et les espaces. Alors, on peut entendre ça aussi en termes topographiques, même si on n'a pas forcément la main sur l'organisation d'un local scolaire, toujours, mais on peut aussi entendre cette notion d'espace en tant qu'espace, cercle de vie de l'élève. Est-ce qu'un élève doit appartenir toujours au cercle d'une classe pendant toute une année, ou est-ce qu'on peut envisager qu'un élève appartient à plusieurs groupes en fonction des objectifs de travail, en fonction d'un parcours un peu personnalisé, individualisé de l'élève tout au long de sa semaine. Donc, on travaille sur cette notion de communauté, d'espace de vie de l'élève pour personnaliser son parcours et construire aussi élaborer des situations d'apprentissage qui vont nous permettre d'évaluer, d'explorer deux grands domaines de compétences qui aujourd'hui sont à la fois centraux dans le référentiel de domaine de compétences, et sont un petit peu périphériques dans l'organisation d'un emploi du temps de l'élève et dans les programmes disciplinaires. C'est le domaine 2, le domaine 3. Alors, pour les personnes qui ne sont pas éducation nationale, ce sont le domaine 2, les méthodes et les outils pour apprendre, donc toutes les compétences psychosociales de l'élève pour apprendre à coopérer, pour apprendre à travailler en autonomie, pour apprendre à aller au bout d'un projet et à organiser sa démarche de travail. Tout ce que notre premier intervenant a bien décrit à son niveau, au niveau de son lab. Le domaine 3, c'est les compétences de citoyenneté, l'éducation à la citoyenneté. Donc, ces deux domaines de compétences, nous, on va les construire de manière centrale dans la maquette pédagogique à travers des espaces et des temps dédiés. Il y a un troisième aspect qui est essentiel et qui intéresse la gouvernance de l'établissement. L'établissement CIRCE, donc un collège standard, a évidemment un chef d'établissement à sa tête, mais on va essayer de réfléchir à la manière dont, dans la gouvernance de cet établissement, à travers les différentes instances qui sont statutaires, mais aussi peut-être d'autres échelles de gouvernance qui sont à imaginer, on peut associer tous les acteurs de la sphère éducative de l'établissement, les enseignants, mais également les élèves, pour partager un petit peu de la gouvernance de l'établissement.
Alors ce fonctionnement, il va s'appuyer à la fois sur des pratiques de terrain qu'on a déjà eu l'occasion d'observer, qu'on a eu l'occasion d'expérimenter, mais il va également proposer des démarches exploratoires. Par exemple, un enseignement interâge, explorer les relations entre pairs, l'apprentissage entre pairs et d'élèves. Des approches assez originales qui vont forcément nécessiter d'être accompagnées, d'être observées et évaluées par tout un ensemble de partenaires. Je pense aux partenaires institutionnels, évidemment, du rectorat, des délégations académiques et de la mission innovation, des partenaires également comme ceux de la formation, donc du pôle défi, mais également de l'INSPE de Lyon. Et puis, on va être accompagné dans notre démarche, et on l'est déjà sur les premières étapes, par la recherche. Et là aussi, on profite pleinement de notre territoire lyonnais, puisque c'est un projet dans l'Académie de Lyon, avec la présence du département de sciences et d'éducation de l'Université de Lyon 1 et puis de l'Institut français de l'éducation, près de l'ENS de Lyon, qui est dans notre cercle d'intervenants. Donc, vous voyez. Excuse-moi, juste pour être vigilante par rapport au temps, est-ce que… J'en arrive à la notion de tiers-lieu très rapidement, puisque justement, vous allez sans doute me dire la notion de tiers-lieu dans tout ça, mais c'est pour revenir sur ce qu'a dit Christophe, finalement. Ici, c'est tout l'établissement qui est un tiers-lieu. C'est à la fois la démarche de projet et puis la communauté qu'on veut construire autour de ce futur collège, de ces futurs collèges. Et puis, à l'intérieur de cet établissement, il y aura peut-être des labs plus spécifiques. La notion de tiers-lieu ici, elle s'entend à la fois, l'établissement CIRCE serait un tiers-lieu pédagogique parfaitement intégré dans son environnement local, qui est un espace connu. Ce collège sera un espace connu, fréquenté, pour organiser des événements qui incluent aussi les pratiques des élèves à l'échelle de leur quartier, de leur arrondissement. Et puis, ce serait un tiers-lieu de la formation enseignante, potentiellement, ouvert donc sur l'accueil de professeurs stagiaires, ouvert sur des formations. On pourrait imaginer que cet établissement soit, à défaut d'être un laboratoire, une sorte de vitrine où l'on vient questionner les pratiques enseignantes. Et enfin, c'est un tiers-lieu de recherche avec l'idée justement d'associer sur plusieurs de ces aspects des analyses de pratiques dont pourront faire profit les sciences de l'éducation et les chercheurs qui viendraient régulièrement travailler, observer ce qui se passe dans cet établissement. Donc vraiment, il s'agit ici de créer un site, un espace de rencontre récurrent entre tous ces acteurs. Si bien que pour conclure, je viens de vous parler d'un projet qui est amorcé, qui est viable, qui est enviable, mais encore largement en construction et avec beaucoup de possibles qui restent à écrire. Voilà. Excusez-moi si j'ai fait un peu long. Non, non, pas du tout, pas du tout. Merci beaucoup. Vraiment, c'était intéressant de voir qu'il y a une autre démarche encore qui va un peu plus loin et qui pense le tiers-lieu comme plus global à l'intérieur d'un établissement scolaire. Merci beaucoup. Il y a des questions dans le chat pour savoir comment échanger sur ce projet. Peut-être si c'est quelque chose de possible de mentionner une adresse de contact. Ouais, sur le chat, ça vient de mettre une contact. Merci. Okay, donc, très bien. au final, ce qu'on a vu, donc c'est ce côté où on a vu donc 4 démarches un peu différentes et en même temps qui regroupent un petit peu la même volonté. Ce qu'on voit quand même aussi, c'est que aujourd'hui, les acteurs ont fait avec des acteurs plutôt locaux, des acteurs au niveau territorial. Et aujourd'hui, nous, on voulait aussi avoir le point de vue d'un autre acteur, qui est plutôt notre acteur à nous, Éducation nationale. Et on voulait avoir donc l'avis de 2 personnes. Donc, je vais inviter Christophe et Yves Vauvois à se présenter, puis à nous parler un petit peu de eux aussi, au niveau du ministère, ou en tout cas au niveau de leur entité, comment ils voient la notion de tiers-lieu. Bonjour à tous, je me présente, donc je suis Yves Beauvois, chef de projet locaux scolaires à la DGESCO, la Direction Générale de l'Enseignement scolaire. D'abord, je voudrais vraiment féliciter tous ceux qui ont pris la parole pour leur engagement et les résultats qu'ils obtiennent sur le terrain. C'est vraiment stimulant et encourageant. Je vais d'abord prendre la parole et après je la céderai à Christophe Caron de la direction du numérique pour l'éducatif. Je voudrais
peut-être un tout petit peu recentrer un peu la politique du ministère en matière de locaux scolaires parce qu'elle a beaucoup évolué ces temps derniers et qu'elle vient effectivement croiser vos réflexions sur les tiers-lieux. Comme vous le savez, les locaux scolaires ont longtemps été un peu oubliés du discours du ministère de l'Éducation nationale, hein, depuis le début des années 80 et des grandes lois de décentralisation, parce qu'on a considéré que, ma foi, c'était de la compétence des collectivités territoriales que d'entretenir, de construire et de rénover les locaux scolaires. Si bien que pendant vraiment des dizaines d'années, le ministère s'est totalement désengagé, n'a plus de discours sur le sujet. Une première étape a été franchie, Christophe Caron en parlera tout à l'heure, il y a quelques années, par la création du site Archiclass, qui a recommencé à tenir un discours sur le sujet. Et puis là, plus récemment, depuis un an et demi, on a encore changé d'échelle puisque le ministère a recréé une cellule bâti scolaire en son sein alors qu'il n'en existait plus et que les différentes directions du ministère, dont la mienne, se sont dotées d'un agent ou en tout cas on réinscrit la question des locaux scolaires dans leur organigramme et leur organisation. Alors pourquoi ce changement? Tout simplement parce que on a considéré que, enfin, le ministre a considéré que le patrimoine scolaire était à la croisée de trois grands enjeux. D'abord, la nécessité d'accélérer la transition écologique. Premier enjeu. Deuxième enjeu, la montée des préoccupations, des enjeux de santé, de sécurité et d'hygiène, hein, à travers un certain nombre de crises qui se sont manifestées, notamment autour de l'amiante ou des crises de vétusté. Et puis le troisième enjeu, qui est peut-être celui qui vous intéresse le plus, celui de l'évolution des pratiques pédagogiques et du développement du numérique. Donc un nouveau discours, une nouvelle organisation au niveau ministériel qui est en train de se traduire par le lancement de différents projets, alors que j'évoque très rapidement sans entrer sur le fond, mais va être lancé donc un carnet de bord numérique de la santé et de la sécurité du bâti scolaire qui servira à la fois aux acteurs de prévention, aux chefs d'établissement et aux collectivités territoriales, puisque ce sera un outil partagé de mieux anticiper et de mieux piloter ces questions, hein, là encore, amiante, vétusté et autres sujets comme la qualité de l'air ou d'autres sujets encore. Autre exemple, un grand plan dédié à la transition écologique du patrimoine scolaire a été lancé dans le cadre du plan de relance, hein, c'est-à-dire que pour la première fois depuis le début des années 80, l'État va à nouveau cofinancer des travaux dans les établissements scolaires pour leur permettre donc de réduire leur consommation énergétique, de développer le recours aux énergies renouvelables et d'améliorer le confort thermique. Le plan de relance va aussi permettre de financer un tas de travaux autour des sanitaires. Et derrière la question des sanitaires, vous savez qu'il y a aussi des enjeux liés à la pédagogie et à la problématique de l'égalité filles-garçons. Et puis, il y a toute une série de projets autour du pédagogique et de l'adaptation des locaux scolaires à la politique éducative et à la pédagogie. Alors, je les cite, il devrait y avoir prochainement un document du ministre assez succinct, assez synthétique, de quelques pages, qui résumera, qui présentera les grands enjeux auxquels doivent répondre l'école d'aujourd'hui et l'école de demain en matière de bâti scolaire. Et ça inclura évidemment la dimension pédagogique. Il va y avoir l'établissement, la rédaction de différents référentiels. Alors, c'est un mot que je n'aime pas parce qu'il renvoie tout de suite une image un peu normative ou prescriptive, mais pour le moment, on n'en a pas trouvé d'autres. Mais ce sera donc plutôt un
un outil de guidance par espace scolaire, donc pour les salles des enseignants, les salles de classe, les espaces extérieurs, tout ce qu'on appelle les espaces interstitiels qui en France sont très peu utilisés pour de bonnes raisons liées à la réglementation, mais dont on voit quand même que dans d'autres pays, ils sont utilisés, hein, les circulations, les couloirs, les escaliers, etc. Et donc, peu à peu, un effet de collection va se faire. Alors, ces outils seront à la fois à destination de la communauté éducative et des collectivités territoriales, hein, qui investissent des milliards d'euros dans les locaux scolaires et qui disposeront ainsi d'une référence. Et puis, je terminerai juste parmi ces projets de court terme. Là, c'est un scoop que je vous donne. Enfin, j'espère que je ne serai pas démenti dans les prochains jours. Mais normalement, devrait être lancé assez rapidement, voilà, une consultation publique, une consultation grand public autour des locaux scolaires par le ministère pour interroger l'ensemble de la communauté éducative, mais même au-delà, tout citoyen qui s'intéresserait au sujet, pour recueillir justement une expression des besoins et des attentes. Et évidemment, les résultats de cette consultation publique, donc sur une plateforme dédiée qui sera ouverte, nourrira le travail de ceux qui seront chargés de rédiger les référentiels dont je vous ai juste parlé. Voilà très brièvement ce que je voulais dire pour resituer le paysage général. Et peut-être un mot, parce que Christophe, tu m'avais demandé d'en parler, mais si tu me dis qu'on n'a pas le temps, je passe tout de suite la parole à Christophe Caron. C'est bon? Ouais, on est dans les temps. Oui, en tout cas, alors, peut-être évoquer rapidement un appel à manifestation d'intérêt dont vous avez peut-être entendu parler et qui, pour le coup, croise très directement la question des tiers-lieux. D'ailleurs, il s'y réfère explicitement. C'est l'appel à manifestation d'intérêt établissement de service qui a été lancé le 12 novembre dernier. Et alors, il est en 2 étapes. Il y a une première étape qui se termine le 29 janvier, c'est-à-dire après-demain. Mais néanmoins, vous avez une chance au rattrapage puisque une deuxième date se présentera le 23 avril, donc ce qui laisse quand même 2 mois et demi, 3 mois pour se préparer à l'échéance. Alors, en 2 mots et pour faire très bref, on est parti du constat paradoxal que l'éducation nationale, avec ses écoles, ses collèges, ses lycées, c'est près de 63 000 points de contact et 1 million d'agents, et que paradoxalement, malgré cela, on constatait une dispersion assez grande sur les territoires des services liés à l'éducation, à la formation et à la jeunesse. Donc, l'objectif de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est de territorialiser l'action publique donc en matière d'éducation, de formation et de jeunesse, d'une part, et de rapprocher les services de ceux qui en sont le plus éloignés. Et donc, cet appel à manifestation d'intérêt, il est ouvert à toute la France, enfin, dom-tom compris, mais il a vraiment vocation, enfin, il trouverait naturellement son débouché dans les territoires ruraux éloignés ou dans les territoires de la politique de la ville. Alors, en 2 mots et pour faire bref, de quoi s'agit-il? Christophe qui sourit. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit dans des collèges ou des lycées publics d'offrir sur un espace a priori d'un même tenant qui obligatoirement soit accessible de l'extérieur et visible de l'extérieur, d'offrir un bouquet de services sur le thème de l'éducation, la jeunesse et la formation, et que ce bouquet de services ne serait pas dédié seulement aux élèves, mais il serait principalement, enfin, aussi offert aux élèves, il serait offert aux élèves, à ceux qui ne le sont plus, à ceux qui ont décroché, aux parents d'élèves, aux adultes qui sont dans une
qui s'inscrivent dans une démarche de formation continue et même aussi aux enseignants eux-mêmes, puisque la GRH de proximité qui a été mise en place par le ministère pourrait avoir vocation à s'implanter dans ces établissements de services. Donc, vous voyez un bouquet extrêmement large et l'idée est bien que de ne pas limiter cette offre de services au seul service de l'éducation nationale. Et on est allé trouver, quand je dis on, c'est moi, je suis allé trouver l'ensemble des ministères susceptibles d'être concernés, le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la cohésion des territoires, le ministère de la Santé et des Solidarités, des Armées, etc., etc. Enfin, tous les ministères qui ont une offre d'une manière ou d'une autre envers les trois publics cibles. Et à chaque fois, on a reçu un accueil assez enthousiaste en disant « mais oui, mais bien sûr, essayons de jouer les synergies et d'implanter nos services sur les territoires ». Et évidemment, et je termine par le plus important, ont été associés à la démarche les collectivités territoriales qui ne sont pas considérées dans ce projet simplement comme des propriétaires des lieux, mais bien comme des acteurs pouvant participer à l'offre de services. On pense à l'orientation pour les régions, mais même les communes ou les communautés de communes qui prennent de plus en plus d'initiatives peuvent avoir des services à offrir dans ces espaces de services. Voilà. Et dans cet AMI, donc, une référence explicite aux tiers-lieux, puisque l'idée, c'est que ces lieux soient accueillants, ergonomiques, et appropriés à leur fonction. Et donc, on peut parfaitement imaginer, d'ailleurs, je crois que certains l'ont imaginé, que dans ces établissements de services, il y ait un Fab Lab ou un tiers-lieu comme ceux qui nous ont été présentés. Voilà, j'ai été trop long. Merci beaucoup. Et je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup. Je pense qu'on va donner la parole à Christophe qui va continuer un petit peu dans la démarche et qui va se présenter à sa place. Tout à fait. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui, il faut que quelqu'un te donne accès en co-animateur et c'est bon. Oui, je m'en occupe. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Christophe Caron. Je travaille à la direction du numérique pour l'éducation. Et donc, je suis chef de projet Archiclass. Donc Archiclass, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avant tout une démarche justement de réflexion et de co-conception des espaces qui associe à la fois les collectivités territoriales, puisqu'elles sont propriétaires des lieux, ainsi que les acteurs de l'école. Alors pourquoi? Parce que justement, cette démarche, elle remonte de besoins identifiés. Les collectivités savent très bien construire des bâtiments qui, à l'extérieur, ont un aspect assez moderne, mais elles ont besoin d'un regard, justement, des usagers pour que les espaces intérieurs, les salles de classe, mais pas que les salles de classe, commencent justement à ressembler à ce qu'elles devraient ressembler en suivant les besoins des enseignants, des élèves et des personnels des établissements ou des écoles. Voilà. Donc le but, c'est de proposer une démarche en 3 phases où en phase 2 surtout, on va parler pédagogie et c'est toute l'ambition d'Archiclass, c'est de remettre la pédagogie au cœur des projets des collectivités territoriales. Voilà. Et pour ce faire, on a besoin de recueillir les besoins des enseignants, des élèves, des parents d'élèves, des personnels de direction, de toutes les personnes qui entrent dans l'école ou dans l'établissement. Et surtout, on a besoin de faire travailler ensemble les collectivités et les acteurs de l'école. Donc, pour ce faire, on met en place un certain nombre d'outils qui amènent donc une démarche structurée avec des outils qui inspirent. Il y a un certain nombre de témoignages, on va le voir, et puis surtout des outils qui font en sorte que ce vœu de collaboration et de coopération, il ne soit pas simplement pieux, et que vraiment, véritablement, autour de la table, il y ait une discussion qui s'anime pour faire en sorte que le projet de la collectivité soit nourri des besoins pédagogiques.
Voilà. Vous savez que dans un programme de construction, il y a le travail de l'architecte et avant le travail du programmiste. Il est essentiel qu'il y ait un temps où il y a un travail de recueil des besoins et de la définition du projet par les acteurs mêmes de l'école. Voilà. Ce ne soit pas simplement un projet hors sol de la collectivité. Et donc, vous retrouvez l'ensemble de cette démarche et de ces outils sur le site archiclasse.education.fr. Et pour ce faire, vous allez par exemple avoir une rubrique qui permet de suivre 3 types de projets, soit un projet de construction, un projet de rénovation, un projet de réaménagement de salles. Et en cliquant sur ces entrées-là, vous allez pouvoir voir comment insérer justement les besoins pédagogiques dans les exigences du projet de collectivité. En bleu, vous allez retrouver les différentes étapes bien connues du process des collectivités dans tous les projets d'architecture scolaire. Et en rose, vous allez pouvoir retrouver ce que les enseignants peuvent amener en termes d'ateliers, en termes de diagnostic, en termes de projets pédagogiques et qu'on peut insérer justement dans le process du projet global de la collectivité. Il y a un des outils qui est assez pertinent aujourd'hui, c'est justement ce qu'on appelle les lieux emblématiques Archiclasse. C'est une typologie d'espace au nombre de 6, et qui, selon nous, permet de retrouver l'ensemble des situations pédagogiques qu'on peut mettre en place dans une classe. Donc, il y a le feu de camp, le travail collaboratif, la grotte, l'endroit où on a besoin de se ressourcer, soit pour se recentrer, soit pour produire. L'oasis, c'est un endroit où on se rencontre brièvement pour parler d'un projet et nourrir ses idées. Le labo, c'est ce que vous venez tous de nous montrer, c'est-à-dire les endroits où on a besoin de manipuler, de fabriquer, de prendre en main. Et puis les sources, l'endroit où on va chercher l'information, et la scène, l'endroit où on va proposer, présenter ses projets. Donc, on a détaillé l'ensemble de ces lieux et on les a illustrés et déclinés sous la forme de possibles, toujours en lien avec la pédagogie. Et donc, dans les témoignages, il y en a plus de 70, il y a un certain nombre de témoignages autour des labs, justement. Et on est toujours à la recherche, et j'étais très intéressé par les exemples aujourd'hui, de contributions qui permettent justement aux collectivités de percevoir tout l'enjeu et la richesse que peut apporter ces témoignages. Voilà. Un certain nombre d'outils, je vais aller assez vite là-dessus. On a des fiches pratiques, les fiches comment faire. Il y en a une qui sera justement consacrée au tiers-lieu ou comment faire un lab dans sa classe. Ce sont des conseils pratico-pratiques quand on est sur un établissement sur fonds propres. Comment fait-on pour changer rapidement les choses? Voilà, mettre en place un petit Fab Lab, par exemple. Ensuite, on a les fiches mobilier. Ce n'est pas simplement un recensement du mobilier qui existe, c'est justement donner à voir ce mobilier au regard des pratiques pédagogiques. Qu'est-ce que ça peut amener et comment on peut l'utiliser dans un espace dit flexible ou modulable. On a les fiches Quid qui viennent de commencer depuis septembre. Sur un verso, vous avez une modalité pédagogique qui est expliquée, simplement. Et puis, de l'autre côté, vous avez un sketch note qui vient montrer un petit peu ce à quoi peut ressembler l'espace. Et justement, c'est pas indiqué là, mais le prochain numéro sera consacré au Fab Lab. Et c'est Alexandre Benassar, que vous devez connaître, qui sera l'invité de cette fiche. Et enfin, 2 outils qui nous tiennent à cœur. Le premier, c'est Archilab. C'est un outil qui permet justement de rendre concret cette nécessité de concertation entre collectivités et acteurs de l'école. Donc, c'est un outil, un jeu de plateau, qui permet progressivement de venir fabriquer son propre espace au regard des exigences de la collectivité, mais des besoins pédagogiques. On part des besoins pédagogiques et au fur et à mesure des étapes, on vient construire un espace qui vient répondre à ces besoins. Ce qui est important pour nous aussi, c'est que ces outils soient à la fois disponibles en académie ou dans les ateliers canopés, mais qu'ils soient également l'objet d'autoproduction. C'est pour ça qu'on s'est associé à Tiers-Lieu Edu pour mettre en place les conditions justement de cette autoproduction de l'outil, donc en Creative Commons. Donc il y a une carte de France avec les labs qui permettent justement ce travail-là. Et donc on a récemment aussi reçu la contribution
d'un tiers-lieu qui justement a dénaturé un petit peu notre documentation pour l'adapter encore mieux. Et je les en remercie justement aux besoins des makers. Voilà. Et dernier outil qui va sortir là dans les quelques jours, c'est ArchiStart. C'est un kit d'exploration pédagogique et qui va justement permettre d'explorer des micro-espaces, des espaces qui existent. Hein. Il y en a plus d'une quarantaine. Vous allez avoir un certain nombre de jeux, dont un qui permet justement à partir de connecteurs, de mots, de verbes d'action, de verbes de situations pédagogiques, d'aller explorer des situations, par exemple utiliser l'imprimante 3D dans un Fab Lab mobile, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en retournant la carte, vous aurez la possibilité d'être immergé dans un espace 3D pour voir à quoi ça peut ressembler et comment on pourrait l'adapter dans sa classe. Encore une fois, cet outil-là, il sera également disponible en autoproduction. Et donc, on est en contact avec des Fab Labs, avec Tiers-Lieu Edu, bien sûr, pour justement faire en sorte que à la fois les Fab Labs soient valorisés dans ces outils-là, les tiers-lieux également, mais également que pour la première fois, je pense pour le ministère, qu'il y ait la possibilité de construire, d'autoproduire soi-même ces outils. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va voir un petit peu s'il y a des questions, quelques questions, ou sinon… Il y avait une question pour Archiclass, mais peut-être pour Christophe. Peut-être avant, est-ce que Mireille Lamoureux est là? Ouais. Et est-ce que vous voulez nous dire 2 mots, Mireille, sur… donc Mireille travaille aussi au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, vous voulez nous dire 2 mots donc, sur la fiche, sur la mesure 39 qui est ressortie des États généraux du numérique? Oui, bon, ça va être rapide parce que c'est un projet. Hein. Tout le monde est au courant que le ministère a tenu, et la direction du numérique pour l'éducation, des États généraux à l'automne 2020. Dans ce cadre-là, 40 mesures ont été retenues et la mesure développer des tiers-lieux ouverts en établissement scolaire a été retenue. Donc, c'est sur cette fiche-là dont j'ai la charge que nous travaillons. Et que je me suis rapprochée de l'association puisque vous avez l'expérience, la documentation, enfin tout ce qu'il faut pour qu'on travaille ensemble sur cette mesure. Alors, nous, jusqu'à maintenant, et moi, jusqu'à maintenant, j'ai particulièrement travaillé sur l'évolution des CDI et bibliothèques scolaires, enfin plutôt les CDI d'ailleurs, en collège et en lycée. On avait publié avec l'inspection générale, il y a une dizaine d'années, un premier Vademecum qui s'intitulait « Vers des centres de connaissances et de culture », donc complètement inspiré par la philosophie des tiers-lieux. On avait au préalable visité tout ce qui se faisait dans les pays anglo-saxons et dans les pays nordiques, lu les rapports notamment de Suzanne Jouglet, l'inspectrice générale, qui avait été la première à transmettre ce concept-là avec l'expérimentation qui a commencé dans le supérieur avec les learning centres et on l'a appliqué donc au secondaire. Et donc c'est cette philosophie-là qu'on a développée et on a aussi travaillé sur, plus que les bibliothèques, sur l'investissement des espaces de vie scolaire. Donc il en a été question tout à l'heure. Les couloirs, les salles d'études, les salles des professeurs, etc., sont des lieux qui n'ont pas été pensés depuis des années et des années pour être investis comme des espaces de travail, comme des espaces de vie, tout simplement, hein, comme leur nom l'indique. Et donc, c'est tout ça qu'on veut faire bouger. Donc, on a travaillé avec Christophe. Hein. Christophe a participé à la mise à jour du Vademecum sur les centres de connaissances et de culture. Donc, maintenant, on doit travailler sur les tiers-lieux ouverts. Et je pense qu'il y a une connexion directe, hein, parce que le tiers-lieu en établissement scolaire, c'est plein de choses. Dans une école, dans un collège, dans un lycée professionnel, en fonction de l'existant ou en fonction du non-existant d'ailleurs,
on peut le penser différemment en fonction aussi du contexte, de ce qui existe à l'extérieur et de la connexion qu'on peut établir avec l'environnement. Il y a des tas de possibles à explorer. Voilà. Donc, on travaille là-dessus. On doit remettre notre fiche très, très vite. Donc, moi, j'espère que ça va aboutir, tout simplement. Voilà. Super. Merci beaucoup. J'espère, oui. Oui, bien sûr. Même on y croit un peu quand même, mais bon. Oui, oui, parce que je pense qu'on a fait des grands pas ces dernières années. Les mentalités sont prêtes. On a beaucoup, ça a été dit tout à l'heure par monsieur Jean-Charles Diry. Il y a des académies qui sont plus en avance que d'autres. Hein, et quand même, quand on fait un recensement, moi je l'avais fait rien que pour les CDI, l'évolution des CDI, on a beaucoup de témoignages et d'expérimentations qui ont eu lieu ces dernières années. Totalement, ouais. Et on en aura une encore dans un CDI qui sera vendredi lors de la table ronde avec Marion, oui, Marion de Tiers-Lieu Édu qui va pouvoir parler de son CDI. Oui, je la connais. Alors, je vais te laisser la main, Rémi. Oui, on peut prendre 2-3 questions. Ouais. L'idée, c'était qu'ensuite, on fasse un petit retour sur le groupe de travail Tiers-Lieu Éducatif qu'on a porté, France Tiers-Lieu et Tiers-Lieu Édu. Depuis 1 an, on travaille un peu avec différents porteurs de tiers-lieux dans des établissements scolaires et en dehors des établissements scolaires sur les difficultés de ces espaces, mais aussi leurs apports et les conditions de réussite un peu de ces tiers-lieux, à la fois dans les établissements scolaires, mais aussi dans la manière dont des tiers-lieux du territoire peuvent tisser des liens avec les écoles. Donc, on a quelques éléments qui ressortent de ce groupe de travail et des pistes qu'on aimerait vous partager et partager aussi au ministère. Mais là, du coup, je me suis déjà un peu avancé. Mais avant ça, peut-être qu'on prend 2-3 questions, histoire d'aussi de vous réveiller. En même temps, moi, j'ai raté une partie de la présentation, donc je suis un peu moins endormi que vous. Mais comme les visios, c'est toujours un peu dur. Mais je ne veux pas dire que les intervenants étaient pas intéressants, bien sûr. Mais comme les visios, c'est toujours un peu long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais qu'il y avait une question sur les effectifs réduits. Peut-être, Christophe, vous voulez y répondre. Y a-t-il des pistes pour l'aménagement des classes à effectifs réduits ou Yves, qui est un véritable enjeu en école primaire? Écoutez, je pense qu'il y a des choses qui se passent dans les aménagements des classes avec effectifs réduits. Par exemple, moi, je pense à classe à 12. Je pense à un dispositif qui s'appelle classe à 12 qui a été fait par la DNE, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Sur Archiclass, on a également un dossier qui avait été mené à l'époque des CPD doublés. Et donc, il y a tout un dossier avec justement la vision d'un designer qui était venu observer et qui avait proposé justement des évolutions assez frugales pour changer le lieu, pour changer le matériel, pour avoir un mobilier un peu plus adapté. Voilà, donc il y a ça. Ensuite, vous allez retrouver également des exemples vraiment typiques du primaire. Je pense notamment à l'exemple de l'école de Condé-en-Brie c'est une classe rurale. Et donc avec un projet qui s'appelle le Tipeee, c'est un espace d'apprentissage. Voilà, on est sur un espace d'apprentissage simplement, avec voilà tout le projet qui est décrit et qui permet justement d'entrer dans une démarche plus globale. Ouais, moi je vous ai mis le lien là de classe à 12 qui est plutôt une entrée pédagogique, mais l'entrée pédagogique souvent est vue aussi par l'entrée aménagement de l'espace. Donc il y a beaucoup d'idées. En tout cas d'aménagement et de comment on arrive à faire pédagogie avec des classes à 12. Et Caroline Naillet, vous nous avez envoyé une vidéo, peut-être aussi pour vous donner un peu la parole. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot très rapide sur ce que fait le département de la Drôme? Oui, bonjour. Je ne sais pas si la vidéo marche. Oui, en fait, c'était juste vite fait parce qu'en fait, on travaille avec le département de la Drôme. Donc, nous, je fais partie du 8 Fab Lab. Donc, on est un Fab Lab enfin, pas intégré dans un établissement, mais bien un Fab Lab indépendant. Et on travaille avec le département de la Drôme depuis 3 ans sur comment intervenir en fait dans des collèges et surtout sur la question
Ça rejoint un peu donc, la présentation d'Archiclass, hein, mais on est plus sur la concertation des élèves, en fait, en partant vraiment de se dire d'aller recueillir en fait, les besoins et les usages des élèves. Et du coup, on a tout un programme. En fait, on est intervenu actuellement dans quatre établissements. Donc là, je vous ai envoyé la vidéo. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qu'on fait, mais pour être vraiment dans l'idéation, le prototypage, en fait, et pour arriver jusqu'au test d'usage, justement, pour repenser, en fait, avec les élèves, les espaces de vie collectif, en fait. Donc, on est plutôt sur les espaces CDI, cours, foyer. Et là, on est en train de lancer un projet cette année sur un nouveau collège qui est en cours de construction à Saint-Donat. Et notamment pour intégrer aussi, donc là, on travaille avec Canopé, avec Landry, enfin voilà, tous les acteurs qui sont intervenus là, pour justement comment intégrer les nouvelles pédagogie liée en fait avec un espace qui ne ressemblera en rien en fait à ce qu'ils ont aujourd'hui et qui seront des espaces beaucoup plus ouverts en fait, voilà. Et on est vraiment sur un travail d'expérimentation, hein, clairement, qui est porté par le département de la Drôme. En fait. Voilà, en gros, c'était juste pour info, en complément. Merci beaucoup. Bien. Bon, Rémi, on va enchaîner sur le fait de dire un petit peu ce que nous on a fait pendant, les 1 an là, avec France Tiers-Lieu Édu. Où est-ce qu'on en est un petit peu sur ces réflexions de où est-ce qu'on en est dans les réflexions, surtout de mettre en place ces tiers-lieux éducatifs. Et puis après, on finira par 2 petites questions à vous poser avec un outil pour voir un petit peu, recueillir un peu vos débats pour finir à 16h30. Allez, vas-y. Allez, on va essayer il nous reste 20 minutes. On va essayer de tenir le timing. Donc, je ne me suis pas présenté d'ailleurs. Donc, je m'appelle Rémi Cellier. Moi, je suis responsable du développement de France Tiers-Lieu. France Tiers-Lieu, c'est une association qui a été créée fin 2019 dans le cadre du programme national de soutien aux tiers-lieux. En fait, elle fait suite au lancement de ce programme ambitieux en 2019, je dirais, qui a été lancé en 2019, pardon. En fait, ce programme fait suite à un rapport qui avait été confié à Patrick Levets en 2018. Et en 2019, a été lancé un programme avec, je dirais, 3 têtes. Un Conseil national des tiers-lieux, qui est une sorte de parlement des tiers-lieux, donc qui représente la diversité des tiers-lieux en France. Friches culturelles, espaces de coworking, ateliers de fabrication numérique, jardins partagés, tiers-lieux agricoles, enfin les tiers-lieux dans leur diversité. Je ne vais pas tout vous balayer, des tiers-lieux éducatifs et des bibliothèques 3e lieu. Voilà, tout cet éventail-là de tiers-lieux dynamiques. Et le rôle de ce Conseil national des tiers-lieux, c'est de faire remonter les besoins et les enjeux de l'écosystème des tiers-lieux en France et comment on peut accompagner le développement de ce mouvement-là, à la fois l'émergence des projets et la pérennisation des tiers-lieux existants et le développement d'outils pour ces acteurs. Et donc, les deux autres têtes, c'est un programme interministériel qui est porté par une équipe au sein de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, qui s'appelle Nouveaux lieux, nouveaux liens, et qui porte notamment un appel à manifestation d'intérêt de 45 millions d'euros pour soutenir des tiers-lieux structurants appelés, entre guillemets, fabriques de territoire, et de faire le lien avec les autres ministères pour voir comment les différents ministères peuvent s'appuyer sur les tiers-lieux. Et la 3e brique, c'est donc cette association France Tiers-Lieux, qui a été créée par des acteurs de l'écosystème des tiers-lieux pour être le bras opérationnel du Conseil national des tiers-lieux et mettre en œuvre les recommandations. Je ne m'étale pas parce que sinon je pourrais être très long. Mais pour aller à l'essentiel, on a lancé il y a 1 an donc, un groupe de travail sur ce sujet des tiers-lieux éducatifs au sein du Conseil national des tiers-lieux, qui est vraiment ressorti comme un des sujets majeurs à creuser parce qu'aussi, il y a de plus en plus de dynamiques d'enseignants en fait, qui nous contactaient, qui s'organisaient aussi en association, et c'est ce que dira Christophe, mais qui sont organisés au sein de l'association Tiers-Lieu Édu notamment, parce qu'eux mettaient en place des dynamiques de tiers-lieux dans leurs établissements scolaires. Il y avait de plus en plus de tiers-lieux qui voulaient travailler avec les écoles, qui mettaient en place des projets pédagogiques interdisciplinaires dans leurs tiers-lieux avec différentes écoles du territoire. Et donc, il y avait un vrai intérêt à voir comment on pouvait accompagner ce mouvement-là, développer ces liens et aider les enseignants à aller plus loin dans leurs projets de tiers-lieux dans leurs établissements scolaires. Donc, c'est un peu ce que fait le groupe de travail depuis 1 an. Il est composé d'une trentaine de personnes, à moitié, je dirais, des enseignants, à moitié des tiers-lieux hors établissement scolaire.
Et l'objectif, c'était qu'on vous partage 2-3 pistes qui sont ressorties de ce groupe de travail. Mais je vais laisser donc Christophe commencer sur ce récit. Merci. Mais je vais voir un petit peu, moi, je vais faire rapidement. Je vais basculer sur les valeurs communes qu'on a autour des tiers-lieux. On en a 3 qu'on a vues ensemble. Et puis après, il y a 3 freins aussi qu'on a vraiment vus dedans. Alors, les 3 valeurs, la première valeur, et je pense que vous l'avez comprise, c'est l'ouverture de l'école vers l'extérieur. Travailler avec des associations, des collectivités, des citoyens, des entreprises et d'autres écoles. Pour juste exemple, moi, dans mon Fab Lab, j'ai 2 retraités qui viennent 2 heures par semaine et qui viennent faire des projets avec des élèves et collaborer avec eux. Et le but là-dessus, c'est aussi chercher à avoir un impact sur la vie du territoire, ou en tout cas un impact social, et faire en sorte qu'on puisse vraiment travailler avec l'ensemble de ce territoire auquel on appartient. La deuxième valeur commune, elle est de vraiment mener des projets collaboratifs, mener des projets interdisciplinaires, d'avoir un lieu où toutes les disciplines peuvent se retrouver et c'est pas seulement un prof qui fait un projet, et aussi interniveau. Je pense que c'est vraiment intéressant de voir que dans ces lieux, on a des élèves si je suis au collège, moi, j'ai des 6e qui vont travailler avec des 3e, et puis même comme souvent on décloisonne tout ça, j'ai des CM1 qui vont travailler avec des 3e et qui vont travailler ensemble sur un objet commun. Et le commun, c'est la 3e valeur qui est dans la production de la documentation et puis faire en sorte qu'on a des wikis ou en tout cas des documents qui permettent d'alimenter des communs de la connaissance qui sont à l'intérieur du lieu et que tout le monde y ait accès. Alors malheureusement, il y a 3 freins à ça. Il y a 3 freins importants. Le premier, il est avant tout RH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de l'engagement dans ces démarches qui sont au niveau du personnel éducation nationale, mais qui sont souvent des démarches personnelles et des démarches souvent, alors soit rémunérées dans un temps, mais qui sont un temps en plus. Et donc souvent, vous connaissez comme moi, hein, les enseignants, on est déjà bien pris, donc ça demande du temps. Et puis à l'intérieur aussi, il manque de ce lieu. On sait que dans les lieux, des tiers-lieux hors éducation nationale, il faut quelqu'un pour accompagner et faire réseau sur le territoire et il faut quelqu'un à l'intérieur. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de ces lieux, souvent, il n'y a personne ou alors on commence à trouver des cadres possibles, par exemple, d'employer un service civique ou peut-être avoir aussi des personnels qui pourraient être à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, c'est vraiment un des cadres un des freins qu'il faudrait lever. Le deuxième, c'est l'ouverture de l'école. Aujourd'hui, je pense que établissement de service le vend très bien. Aujourd'hui, il faudrait ouvrir l'école, mais pour ouvrir l'école, il faut que ce soit accessible. Et en fait, aujourd'hui, il y a très peu d'établissements, ou en tout cas très peu d'établissements qui ont pensé à des cadres d'accessibilité pour soit ouvrir l'établissement en dehors des ouvertures de l'école, ou bien même à l'intérieur même des séances d'ouverture d'école, il y a des problèmes des fois. Il y a des chefs d'établissement qui peuvent avoir peur de faire venir du public varié dans leur établissement scolaire. Voilà, il y a des conventions à imaginer, comme par exemple dans le 93, donc dans mon collège où je suis, on a des pôles ouverts, donc on a des salles qui sont spécifiquement en tripartie, en partenariat tripartite et qui appartiennent au département, à la mairie et au collège. Et puis, le troisième frein, c'est plus une volonté, mais aussi un frein, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation. Aujourd'hui, on a des tiers-lieux qui émergent un peu partout, mais au final, il n'y a pas vraiment d'évaluation. Et donc, il faudrait penser à des évaluations de qu'est-ce qu'ils apportent en pédagogie, trouver des exemples d'expériences concrètes et vraiment les documenter avec un format type. Et puis, il faudrait des fiches cadres qui pourraient amener d'autres personnes à pouvoir rentrer dans cette démarche et avoir les leviers pour trouver toutes ces valeurs et rentrer dedans. Donc voilà un petit peu ce qu'on a pu évoquer, ce qui ressort un petit peu de toutes nos discussions autour de ce consensus d'acteurs qui se réunit autour de France Tiers-Lieux. Et on espère, ou en tout cas c'est la volonté de pouvoir travailler avec le ministère et puis travailler avec d'autres acteurs sur vraiment comment on communique ces valeurs et puis comment on lève ces freins ou en tout cas comment on trouve des cadres pour que ces freins ne soient plus vraiment des freins. Et puis voilà, on voulait juste conclure sur les perspectives que ça ouvre. Globalement, France Tiers-Lieux et l'ensemble des acteurs, on est assez d'accord pour dire qu'il y a un besoin de pédagogie. C'était aussi l'objectif de cette semaine en se disant communiquons sur l'intérêt des tiers-lieux pour les écoles,
communiquons et aussi valorisons sur ce qui est fait par certains enseignants dans leurs écoles. Je pense qu'il y a vraiment besoin de documenter, mais aussi de mettre en avant cette documentation, de la diffuser davantage. Comme le disait Christophe Caron, peut-être de faire des fiches pédagogiques, des outils pratiques pour aider les enseignants et les acteurs du territoire à mettre en place ces projets et à s'y insérer. En fait, ça va plus largement... c'est en accord avec ce que nous, on défend côté France Tiers-Lieux sur les besoins plus largement de la dynamique des tiers-lieux en France. C'est la même chose en fait pour les tiers-lieux éducatifs. Il y a besoin aujourd'hui de soutenir au-delà des projets ponctuels, même si on est convaincu qu'il y a un besoin de soutenir les projets ponctuels et les projets territoriaux. Il y a un vrai besoin d'ingénierie en fait. Donc d'accompagner aussi des gens qui ont mis en place des projets à diffuser leur savoir-faire, partager leurs expériences, se mettre peut-être en position aussi de passer de porteur de projet, de pionnier quelque part à formateur, accompagnateur. Et donc, il y a vraiment besoin de la part des acteurs publics aussi, pas uniquement de mettre en place des appels à projets, mais aussi d'essayer de voir comment on appuie l'essaimage en fait, de ces dynamiques, de ces projets. Le transfert de savoir-faire d'un territoire à un autre, d'un professeur à un autre, parfois peut-être même du mécénat d'expérience. Donc, comment on appuie le développement de cette ingénierie. C'est ce sur quoi on essaie de travailler France Tiers-Lieux. C'est un des gros enjeux de Tiers-Lieux Édu. Donc, je pense que les conditions sont réunies pour qu'on puisse travailler ensemble là-dessus. Et ça nous semble être la perspective la plus importante pour l'année à venir, même peut-être les années à venir. Et après, voilà, pour nous, on pense que s'il y a aujourd'hui besoin d'une politique publique de soutien à ces dynamiques émergentes, il y a aussi besoin de soutenir les coopérations entre tiers-lieux et les coopérations entre tiers-lieux existants et écoles. C'est-à-dire que si on souhaite soutenir les tiers-lieux dans les écoles, à notre avis, il ne faut pas le faire en concurrence avec les projets existants. Et il faut avant tout chercher à favoriser les complémentarités avec les acteurs déjà en place sur le territoire, pas se dire dans un excès de volontarisme, on va déployer des tiers-lieux dans toutes les écoles, ça va être super. Enfin, vous l'avez déjà entendu aussi au début de la session, on pense les tiers-lieux comme des communautés agissantes, pas forcément comme des lieux. Donc, il y a vraiment cette logique-là qu'on a en tête de se dire comment des écoles vont travailler avec des logiques tiers-lieux autour d'eux, ou dans une logique tiers-lieu. Comment on va pouvoir s'appuyer sur des tiers-lieux existants pour fabriquer du matériel pédagogique à l'image de ce que fait Tiers-Lieux Édu avec la semaine Fabrique ton matériel pédagogique dans des tiers-lieux et Fab Lab. Comment on va pouvoir envisager des visites apprenantes dans des tiers-lieux, faire des projets pédagogiques croisés. Voilà, il y a plein de choses qui, selon nous, sont à développer. Et je pense qu'on n'a pas fini d'explorer sur ces sujets. Et, à notre avis, il est bienvenu de documenter ces rapprochements et de fortement les inciter, en particulier dans un cadre de politique publique de soutien aux tiers-lieux qui sont de plus en plus importantes, puisqu'on voit qu'il y a plein de ministères aujourd'hui qui déclenchent des appels à projets, des politiques publiques de soutien à ces dynamiques. Donc, il y a besoin de favoriser les rapprochements, de bien documenter et de ne pas uniquement financer du projet local, mais aussi de l'ingénierie et du réseau aussi. Et puis, dernier point, comme le disait Christophe, pour lever ces freins, on pense qu'il faut réussir à travailler de manière interministérielle, comme on essaie de le faire sur les tiers-lieux de manière plus générale, avec le ministère de la Cohésion des Territoires et les collectivités territoriales pour voir comment on peut ouvrir les établissements scolaires, et avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur ce sujet de comment on libère du temps aux enseignants pour qu'ils puissent prendre part à ces projets, s'impliquer, qui puissent aussi, s'ils ont été en capacité de créer un tiers-lieu depuis plusieurs années, partager leur expérience, contribuer à des réseaux comme Tiers-Lieux Édu et y apporter leur expérience et leur expertise, éventuellement former d'autres enseignants. Voilà, c'est un vrai enjeu de travailler avec les différents ministères et ensemble pour lever ces freins juridiques, organisationnels et structurels, je dirais. Et pour nous, le point le plus important, peut-être pour terminer, si on veut réussir à accompagner le développement des tiers-lieux, ça reste de s'appuyer sur ceux qui ont porté ces dynamiques, sur les enseignants, les porteurs de projets de tiers-lieux, et de co-construire ensemble les actions de soutien. Enfin, ça peut paraître naïf comme ça, dit comme ça, mais c'est vraiment un enjeu clé
de ne pas penser le tiers-lieu comme un aménagement uniquement, mais vraiment comme des savoir-faire, des modes d'animation, des modes de faire. Et la meilleure façon de développer les tiers-lieux, en tout cas ce qui a fonctionné depuis une dizaine d'années, c'est avant tout le compagnonnage et la transmission pair à pair, plutôt que des modèles définis d'en haut et qu'on va reproduire localement. Voilà ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui. Je pense que ce sera déjà pas mal. Je ne sais pas si en rebond, est-ce que des personnes se retrouvent dedans. J'ai l'impression ce qu'on dit aussi. Et ça, j'étais assez quand même content sur ça, sur le fait que établissement de service regroupe beaucoup d'ambition de ce qu'on dit. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans l'établissement de service. Et je pense qu'il est à espérer que l'établissement de service est un premier PIA qui pourra poursuivre plus tard, ou alors qui pourra être engageant sur d'autres dynamiques. Mais en tout cas, c'est vrai que l'établissement de service a quand même une volonté assez proche ça a été bien défini sur ce qui pourrait manquer aujourd'hui dans les tiers-lieux dans l'éducation nationale. Là-dessus, je rajoute peut-être effectivement que l'AMI en question est une expérimentation, c'est le propre des financements par le PIA, mais l'intention politique est bien effectivement d'étendre ces établissements de services. Si on voit que ce premier appel rencontre de l'adhésion auprès du terrain, et moi ce qui m'a fait très plaisir et que je n'imaginais d'ailleurs pas tout de suite à ce stade, c'est que je sais par exemple qu'une académie qui va déposer des dossiers a immédiatement réfléchi en termes de réseau d'établissements de services sur son territoire. C'est-à-dire que, bon, là, évidemment, dans l'urgence, et vu les délais très courts de l'appel à manifestation d'intérêt, et je n'y suis pour rien, Christophe, il était impossible de présenter de nombreux dossiers, mais cette académie-là a tout de suite réfléchi en termes, si j'en mets un là, il faut qu'il y en ait un dans tel endroit et que ça fasse système. Donc, je me dis que s'il y a une académie qui pense comme ça, il y en aura rapidement d'autres qui penseront de la même façon. Donc, ouais, complètement. Et je reviens d'un mot aussi, suite à l'intervention de je ne sais plus qui d'ailleurs, excusez-moi, sur la consultation publique qui va être lancée. Je souligne qu'on a bien pour ambition qu'elle s'adresse aussi aux élèves, et y compris aux plus petits d'entre eux. Voilà. Donc on réfléchit à la façon de pouvoir les toucher. Voilà. Ok, merci. Voilà, je pense qu'avant de finir, on va peut-être prendre une ou deux questions, parce que je pense que dans le timing, peut-être qu'on peut essayer, ou alors on peut peut-être essayer une question, nous, globale, et peut-être demander sur le chat. Sophie, est-ce qu'on a une des questions qu'on voulait poser, peut-être qu'on peut la poser sur le chat et avoir des réponses. Vous avez le choix, on est encore 36. Soit vous pouvez poser 2 questions en 3 minutes, ou on tente une expérimentation on n'est pas sûr de réussir, c'est de vous poser nos questions avec l'outil Menti et de vous proposer d'y répondre également en 3 minutes. Et là, ça risque d'être techniquement compliqué, mais on peut le tenter. On va le tenter. Non, on peut s'arrêter ici éventuellement, parce que je vous sens bien fatigué aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on tente. Allez, on tente. Allez. Comme ça, ça nous fait une donnée de votre part qu'on pourra retravailler nous derrière, et ça nous donne surtout des avis consultatifs sur ce qu'on est en train de construire. Alors, donc, je vous mets le lien dans le chat. Le lien vers le Menti. Dans lequel vous pourrez indiquer 3 réponses, des mots par question, pour que ça puisse effectivement nous aider dans la suite des travaux et synthétiser vos ressentis et les orientations que vous donneriez à ces questions. C'est un peu le moment de rêver plus grand, comme dit le slogan du Paris Saint-Germain, et donc de... Pardon pour cette référence médiocre, et donc de nous dire quel est le tiers-lieu idéal et de quoi il aurait besoin aujourd'hui pour s'épanouir dans un établissement scolaire.
Vous pouvez parler aménagement, vous pouvez parler, ce sera anonyme a priori, donc vous pouvez aussi critiquer votre académie ou votre établissement scolaire ou le ministère de l'Éducation nationale. Ça restera bien sûr entre nous. Non, je pense que ces outils collaboratifs sont intéressants dans le sens où on va pouvoir voir un petit peu sur ce que vous pensez et ce que vous avez vraiment aussi vous comme idée, parce que je pense que nous, voilà, on est un petit groupe chez France Tiers-Lieux à penser ça, mais c'est vrai que si vous avez d'autres idées, on est ça assez prenant. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir voir les résultats communs en tous avec le système de carte mentale sur… Est-ce que tout le monde a pu aller sur le lien? Ah, il y a un pouce. Vous êtes persévérant et motivé. On avait 2 heures, une programmation très, très riche. Donc, merci de faire l'effort de continuer à partager vos idées. C'est dans ces moments-là on comprend les professeurs de fac qui parlent à des écrans sans visage. Sophie? Oui. Attends, je crois qu'il y a un souci. Hein. Il y a le coq qui se réveille. Il n'y a peut-être pas besoin, il y a besoin de faire 2 questions, non, ils disent? Non? Oui, non, mais là, je pense qu'on peut avoir la première. Mais j'ai un problème de partage d'écran, en fait. Bon, c'était une expérimentation. On avait annoncé que ce serait probablement un échec. Alors, attendez, je n'ai pas dit mon dernier mot. Dernière tentative. Bon, en tout cas, en amont de la tentative, merci beaucoup aux personnes qui ont été présentes. Je remercie moi déjà les intervenants qui sont encore là pour quelques-uns. Et puis, je remercie aussi les membres du ministère qui ont pu porter la parole de qu'est-ce qui se fait actuellement avec une transparence intéressante qui permet de vraiment avoir cette vision globale de qu'est-ce qui se passe et quel est un des futurs, en tout cas, ou qu'est-ce qu'on va dans cette envie. Donc ça, c'est vraiment intéressant et merci beaucoup vraiment de nous avoir partagé et d'avoir vraiment été en toute transparence sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au ministère dans cette question des tiers-lieux. On peut peut-être partager les prochains temps, puisqu'il y a, le parcours n'est pas tout à fait terminé. Alors, il y a une session qui a débuté à 16 h sur les enseignants bricoleurs et donc des liens entre des enseignants et des Fab Labs pour fabriquer son matériel pédagogique. Et puis, donc ce soir, un temps sur la coéducation, les alliances éducatives portées par la CARDI de Lyon, le pôle défi, où des parents d'élèves, des associations, des acteurs économiques et institutionnels vont venir témoigner de ces questions d'alliance éducative. C'est à 18 h. Et vendredi à 11 h, où on sera sur la clôture de ce parcours avec des prises de parole d'acteurs du monde de la recherche, des acteurs aussi du terrain. Il y a Marion Dugenet qui viendra présenter le projet auquel elle participe, et puis Claire Hébert-Suffren qui a créé les réseaux d'échange de savoir dans les années 90. Et enfin, Karine Seller, qui viendra au commissaire aux compétences, qui viendra partager la vision institutionnelle de la question de la formation, du développement des compétences en tiers-lieu. Et peut-être en exclusivité, mais on n'a pas encore eu sa réponse, mais on ne désespère pas, peut-être Monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer. Je le dis parce que je sens que ça va le faire venir. Voilà. En tout cas, merci à tous pour votre participation, votre engagement, et puis à très bientôt pour la suite de ces discussions.